Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores. On se retrouve pour notre menu crowdfunding hebdomadaire, l'émission dans laquelle je vous présente tout ou quasiment tous les projets de jeux de société actuellement en cours de financement participatif sur Kickstarter, GameFund et compagnie. Même si cette semaine, vous allez voir, il y a quasiment, je crois même exclusivement, du Kickstarter. Pas de GameFund, pas de Ulule, rien de spécial, uniquement du Kickstarter. Mais en même temps, c'est une semaine assez légère. Après un mois d'octobre très chargé, généralement, et ça se confirme cette année, le mois de novembre est un petit peu plus léger, même si ça va repartir un petit peu le 22. Et puis après, le mois de décembre va avoir un petit boost également avant de retomber assez rapidement également. Donc c'est toujours un petit peu les mêmes patterns, les mêmes modèles qui se suivent année après année. Quoi qu'il en soit, petit tour sur la chaîne pour voir que cette semaine, donc, nous avons posté notre review Kickstarter pour Unconscious Mind, le jeu que vous voyez derrière moi depuis quelques semaines déjà. Sans vouloir faire de petits spoilers, hein, Unconscious Mind était vraiment super. Je l'ai backé Day One, voilà, je vous l'avoue, hein, je vous le confesse d'entrée de jeu. Super jeu. Allez voir notre review si ce n'est pas encore fait, si vous avez vu la page de la campagne sans vraiment aller plus profondément dans le cœur du jeu. C'est vraiment un jeu qui mérite qu'on se penche sur son sujet. C'est assez intéressant de tout point de vue, ne serait-ce que thématiquement. Et puis après, en termes de mécanisme, c'est aussi un jeu qui vient mélanger différents mécanismes, mais de manière hyper équilibrée pour en faire une expérience vraiment très satisfaisante, même si il faut aimer les jeux assez complexes, certes. Ensuite, on a aussi une nouvelle petite vidéo de Xavier, avec une vidéo solo, donc de gourmandise solitaire de Xavier, sur Anachronie, avec les extensions Alternate Timeline et Pioneers of the New World également. Donc une vidéo de 2 heures, donc attention, hein, installez-vous, prenez un petit verre, des petites cahuètes, hein, parce que il faut s'installer confortablement pour regarder cette vidéo de 2 heures. Et puis ensuite, au-delà de ça, le reste c'est notre menu crowdfunding et notre suivi crowdfunding hebdomadaire là encore, donc rien de particulièrement nouveau. Notez également qu'on a chopé à peu près une trentaine de nouveaux abonnés grâce à la review de Unconscious Mind, ça fait très plaisir de vous voir en plus grand nombre, et si vous découvrez le menu crowdfunding, j'espère que vous vous y plairez, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire pour le référencement bien évidemment. Sans plus tarder, on va aller voir du coup le sondage de la semaine, puisque pour les nouveaux arrivants, je le précise, chaque semaine on a donc un sondage pour élire, pour voter pour les projets qui vous semblent les plus intéressants pour la semaine à suivre. Donc là par exemple, on va regarder un petit peu les résultats de la semaine en cours pour voir les jeux qui vous ont les plus intéressés. Moi pour ma part, j'ai bien évidemment voté pour Unconscious Mind parce que je trouve le jeu génial, mais bon, je vais pas le répéter 150 fois non plus. J'ai également voté pour Copan parce que malgré tout, ça a l'air d'être un jeu assez intéressant, même si en règle générale, je trouve les campagnes de Holy Grail Games pas hyper intéressantes, autant attendre la sortie en boutique généralement, c'est plus intéressant. Du coup, je vais voter pour un jeu pour lequel j'ai pas encore voté, histoire de pas trop affecter le sondage parce que j'ai déjà voté, donc je vais voter pour Footmess parce que je pense que ça intéressera pas grand monde. Du coup, petit vote. Et vous étiez 66 du coup, votants sur cette semaine, donc assez légère, mais en même temps, la semaine étant assez peu chargée, c'est assez compréhensible qu'il y ait peu de votes. Pour ce qui est des résultats, en première position, on a donc 2 jeux ex-aequo avec Ceres, d'accord, assez étonnamment, et Unconscious Mind avec 21 voix chacun. Je pensais pas que Ceres aurait autant de voix cette semaine. Copan en 3ème position seulement. Ensuite, on a aussi quelques autres jeux à moins de 10 voix, y compris Sbire, dont on parlera de toute façon dans les mentions honorables. Du coup, comme d'habitude, on part dans les 2 parties habituelles, à savoir les mentions honorables de la semaine, et puis 3 gros projets cette semaine, pas forcément exactement les 3 que vous voyez, Ceres et Unconscious Mind forcément, et en disant ça, je vous donne une indication sur la présence ou l'absence de Copan dans les gros projets de la semaine. Il sera donc remplacé par un autre gros projet que je n'avais pas vu venir, et qui provient directement d'une grosse IP, comme disent les Anglais, d'une propriété intellectuelle, plus précisément dans le monde du jeu vidéo. On en parlera donc dans quelques instants également. Mais d'abord, on part sur les mentions honorables de la semaine. On commence tout de suite avec Alionox Chronicles, un petit jeu de standalone qui provient d'une licence qui compte déjà 3 épisodes si je me souviens bien, qui nous vient de Zeroic Games, qui avait d'abord sorti Alionox tout court, si je me souviens bien, hein, Alionox de Land Sunset, puis une version deluxe du même jeu, et puis donc maintenant Alionox Chronicles, qui est un standalone que vous pourrez jouer donc sans avoir forcément de nécessité de posséder le jeu d'origine, mais ça reprend les gros traits, les mécanismes principaux du jeu d'origine, à savoir un jeu de deck building, ici pour le coup en solo ou en coopératif, avec une campagne narrative très mal présentée dans la vidéo d'ailleurs ici, je vous encourage pas forcément à la regarder, ça vous donnerait pas beaucoup d'informations intéressantes. Quoi qu'il en soit, on est sur un jeu de deck building, mais pas seulement, on a aussi un petit peu de
comment dirais-je, presque de contrôle de territoire, de déplacement sur certaines planètes du système solaire qui compose l'univers de Helionox. Pour ceux qui connaîtraient éventuellement déjà l'œuvre d'origine, vous ne partirez pas en terrain inconnu, mais pour le reste, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore l'univers de Helionox, c'est éventuellement l'occasion de vous pencher sur son sujet. Bon, je ne suis pas personnellement hyper intéressé par le projet qui est en plus pas terriblement bien présenté. Il y a quand même beaucoup de grosses barres de texte, pas forcément très bien illustrées qui plus est. Mais bon, si vous aimez les jeux de deck building, en collaboration, en campagne, on pense automatiquement à plein d'autres jeux précédemment sortis qui ne nécessiteraient pas forcément d'attendre un an et demi pour que Helionox parvienne dans vos contrées. Donc du coup, c'est pas un projet qui est hyper intéressant dans le sens où en plus il n'y a pas de version française, ce qui de toute façon pour un jeu hautement narratif est toujours un petit peu gênant. Au-delà de ça, vous avez plusieurs niveaux de pledge qui vous sont présentés ici. On a donc le pledge de base qui s'appelait le Operative Pledge Levels, et vous allez remarquer assez rapidement, on n'a pas les prix pour chacun des pledges, donc il faut aller directement s'orienter vers la barre latérale ici, avec un pledge d'origine à 49$ contre apparemment 70$ je crois, 70$ lorsque le jeu atteindra les boutiques, ce qui est a priori pas pour demain dans la zone européenne a priori. Ensuite, on a aussi un pledge à 70$ qui vient ajouter quelques petites exclusivités Kickstarter et puis des petites upgrades également en termes de matériel avec des jetons d'acrylique notamment pour remplacer ceux en carton. Et puis ensuite, on a un deuxième pledge à 80$, mais là c'est pour du retail, donc c'est pour les boutiques. Donc voilà pour ce qui est de Helionox, et puis ensuite rapidement les frais de port malgré tout pour ceux qui seraient les plus intéressés. Pour le Canada c'est 20$, l'Union Européenne 19$, pour nous qui sommes au Japon ce serait 29$, donc un petit peu cher quand même. Et attention concernant la TVA, si vous êtes dans une zone concernée, et ce serait certainement le cas du coup pour ce qui est de l'Union Européenne, vous aurez un petit billet supplémentaire à débourser pour le Pledge Manager. Et ma foi, cette fois-ci, c'est à peu près tout pour Helionox Chronicles, un petit standalone qui donc ne nécessite pas d'avoir le jeu de base pour se lancer dans cette campagne narrative pour 1 à 4 joueurs. On continue tout de suite avec Ducks in Tow, avec une nouvelle extension plus réimpression, intitulée cette fois-ci The Bugs and Slugs, donc une petite extension qui vient apporter encore un peu plus de façon de scorer dans ce petit jeu de puzzle, dans lequel vous allez vous déplacer dans une sorte de petit jardin public avec vos petits canards, et cette fois-ci il y aura aussi des insectes qui viendront s'ajouter et ajouter aussi aux joueurs des options de scoring un petit peu différentes. Bon, ça reste un jeu plutôt orienté familial, disons, qui pour l'instant en plus se prend un petit peu une grosse claque, hein, pour être tout à fait honnête. 184 contributeurs, bon en même temps ils ont fixé un seuil de financement un petit peu réaliste, ce qui n'est pas toujours le cas sur les campagnes Kickstarter, donc c'est plutôt à souligner malgré tout, mais on est très loin du seuil de financement actuellement avec 5 000 € sur 37 000, c'est assez mal barré pour être tout à fait honnête. Au-delà de ça, on reste sur un jeu pour 30 à 60 minutes de la partie, pour 1 à 4 joueurs, donc avec un petit mode solo, oui, pour 10 ans et plus, donc c'est relativement familial, et comme je disais tout à l'heure, c'est essentiellement un jeu de puzzle avec des pièces à déplacer pour justement respecter certaines figures, réussir à compléter certaines conditions de scoring, et puis il y a aussi des cartes notamment qui vous permettront d'aller former des petites figures de prérequis pour là encore emporter plus de points. Vous les voyez notamment ici, vous allez les aligner côte à côte et essayer d'aller, compléter certaines ombres de canards que vous voyez ici par d'autres canards pour scorer sur des petites fiches transparentes comme celle-ci. C'est pas inintéressant au demeurant, mais c'est vraiment pas une thématique qui m'attire outre mesure. Ensuite, pour ce qui est des niveaux de pledge, le reprint, donc la réimpression du jeu de base est à 40$, ne prenez pas en compte la valeur du dessus, sauf si vous êtes au Canada éventuellement. Pour ceux qui sont en Europe, c'est donc 40$ américains, c'est un petit peu plus parlant, donc environ 40€ pour le jeu de base avec tout le contenu que vous voyez ici. Et puis pour ceux qui auraient déjà, éventuellement, je ne sais pas si vous êtes parmi nous sur la chaîne, pour ceux qui auraient déjà le jeu de base, vous aurez donc cette nouvelle extension des Angry Goose pour 5$ américains ou 7$ canadiens. Et puis donc la nouvelle extension qui était donc The Bugs and Slugs, que j'ai dû dépasser un petit peu trop rapidement pour le coup, donc on va essayer de revenir, voilà c'est ici que ça se passe, 20$ américains ou 28 canadiens pour cet ajout que vous voyez ici avec le petit sac, les petits jetons en bois, etc. Et puis donc pour le all-in que j'ai passé un petit peu rapidement tout à l'heure, donc c'est 62$ américains pour avoir la totalité de ce qui est sorti jusqu'à présent, et donc cette nouvelle campagne également, le tout avec un petit insert qui a l'air plutôt bien organisé aussi. Ensuite, rapidement, pour ce qui est du prix des frais de port, ça se passe ici avec, pour le Canada, 17, 20, 23 en fonction du niveau de pledge que vous allez choisir. Pour l'Union Européenne, ça dépend de votre zone, mais pour ce qui est de la Belgique ou encore de la France,
Du Luxembourg par exemple, pour ne citer que les pays francophones, c'est 12, 17, 22. Donc ça reste relativement abordable. Et pour nous qui sommes au Japon, juste par pure curiosité, on doit être dans la zone 1 qui est ici apparemment, oui c'est ça, Japan, donc avec le Canada, donc 17, 20, 23 également pour nous. Du coup, ma foi, c'était près tout pour Dogs in Tow avec cette nouvelle extension Bugs and Slugs, mais pour l'instant, ça se passe pas forcément terriblement bien pour ce projet sur Kickstarter actuellement. On continue avec Sbire, intitulé en anglais Henchmania, mais Sbire en version francophone, un jeu qui avait connu un superbe succès il y a de cela déjà 6-7 ans je crois, d'abord sur Ulule je crois, puis ensuite quelques mois après, si je me souviens bien, sur Kickstarter, et ça remonte un petit peu, et du coup ils nous reviennent cette fois-ci avec une nouvelle extension et puis une réimpression d'un jeu qui était difficilement trouvable dans le commerce ces derniers temps. 2600 contributeurs pour le jeu de base à l'époque, on va juste aller voir quand c'était exactement, mais je crois que c'était en 2016, 17, 18, quelque chose comme ça. Alors, allons voir, c'était 2016, ouais, ça remonte quand même à 6 ans, et du coup, il y a 6 ans, 2600 contributeurs, c'était assez énorme comme résultat, surtout pour un petit projet français, donc c'était le premier projet en plus de Jocus à l'époque, donc quand même un très très beau résultat. Et donc ils nous reviennent 6 ans plus tard avec une nouvelle réimpression qui s'accompagne d'une extension également. Pour l'instant la campagne se porte pas trop mal, l'objectif de financement est à 34 000 €, on est actuellement à 22 600, ça devrait pouvoir se faire même si c'est vrai que ça part pas non plus sur les chapeaux de roue, peut-être qu'on avait un petit peu oublié Sbire entre la dernière campagne et cette nouvelle campagne qui vient de se lancer. Elle est évidemment disponible en français puisque l'éditeur lui-même est français, vous le voyez ici, ça vient de Bordeaux. Pour le reste, qu'est-ce que ça vient nous proposer cette expérience, éventuellement pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le jeu? C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, pour 14 ans et plus, pour des parties de 45 à 90 minutes, et c'est un jeu qui va vous permettre de faire l'expérience de différents mécanismes qui viennent s'imbriquer les uns avec les autres. C'est relativement simple et abordable. On est essentiellement sur, comment dirais-je, c'est pas de la pose d'ouvrier, mais c'est de la pose de sbires, en fait, vos sbires, sur différentes zones. Je crois qu'elles sont au nombre de 5 sur la map centrale, plus une potentiellement avec l'extension avec le petit sanctuaire que je crois voir ici. Et donc en fonction du nombre de sbires que vous avez sur une zone, vous allez récolter plus ou moins de cartes du deck en question, avec une petite notion de majorité, celui qui sera le plus présent dans tel ou tel quartier pourra prendre plus de cartes que les autres et ainsi de suite. Et vous pourrez ensuite dans une deuxième phase jouer les cartes de chacun de ces decks là selon le meilleur timing qui vous semble être en tout cas le meilleur timing, pour pouvoir faire un petit peu de take that, un petit peu de gestion de main en fait, tout simplement pour prendre l'avantage sur vos concurrents. Pour ce qui est de la nouveauté, rapidement, allons voir un petit peu où ça se passe. L'aurais-je un petit peu raté éventuellement? Ou alors est-ce que c'est tout dans la même boîte, auquel cas même la nouvelle extension vient s'intégrer directement dans la boîte? Je crois qu'il y a un détail un peu plus complet par la suite, donc on va directement descendre ici. Voilà. Alors, pour ceux qui auraient raté éventuellement la première campagne, vous avez l'occasion de mettre la main sur le pledge de base, donc le jeu de base sans l'extension, pour 54 €, bien évidemment en version française, francophone devrais-je dire plutôt. Et ensuite, pour ceux qui ont déjà éventuellement le jeu de base, vous aurez éventuellement accès à ce petit upgrade kit intitulé Absolute Obedience qui vient ajouter encore plus de variété, encore plus de nouvelles cartes bien évidemment, le tout pour 22 €. Ensuite, on a un pledge groupé pour les individuels ou pour les magasins bien évidemment. Et ma foi, c'est à peu près tout. Donc du coup, à mon avis, le contenu nouveau doit se trouver à peu près ici. Donc à un nouveau lieu notamment, de nouvelles cartes, un peu de chaque type j'ai l'impression. Peut-être des cartes de mission j'ai l'impression que je vois ici. Mais comme vous le voyez, je n'ai pas plongé plus en profondeur que ça vers le projet, vers ce qu'il ajoute de nouveau, puisque je connais assez mal le jeu d'origine. Et qu'en plus de ça, notre bon ami Nyx en a fait une vidéo détaillée, y compris sur les nouveautés de cette campagne, donc je vous encourage fortement à aller voir la vidéo de Nyx pour aller voir ce jeu de Take That et de majorité de zone. Il vous présentera le jeu bien plus en détail que je ne pourrais le faire puisque c'est une vidéo dédiée sur le sujet alors que moi je ne fais qu'un petit segment de 5-6 minutes maximum sur le projet. Du coup, ensuite pour le shipping, pour la France c'est 9, 12, 25 en fonction du niveau de pledge que vous allez choisir. Ensuite, pour ce qui est de la Belgique, Luxembourg par exemple, c'est la zone 1, donc 11 à, disons 40, ça dépend du niveau de pledge que vous allez choisir encore une fois, mais si vous n'êtes pas représentant d'une boutique, ça devrait osciller entre 11 et 18 € maximum. Pour la Suisse, c'est un tout petit peu plus cher, c'est la zone 2 par exemple. Pour nous qui sommes au Japon, on est avec le Canada dans la zone 5, donc entre 28 et 64 €. Là par contre, c'est très cher pour un jeu qui est relativement abordable à l'origine, mais avec les frais de port, ça l'est tout de suite beaucoup moins.
Et pour ce qui est éventuellement de la TVA, comme ça vient de France, à mon avis, la TVA est déjà prise en compte, à mon avis. Éventuellement, pour ceux qui sont en Gironde et plus précisément à Bordeaux, vous pourrez aussi aller chercher votre copie du jeu directement dans les locaux de Jocus, et donc ça vous ferait des frais de port gratis, et ça c'est toujours bon à prendre également. Et ma foi, c'est à peu près tout pour Sbire, intitulé en anglais Henchmania, comme vous le voyez ici. Pour l'instant, 643 contributeurs 18 jours avant la fin de la campagne et 22 645 € d'engrangés. Ça devrait pouvoir chercher le seuil de financement, mais je pense que ça va être assez difficile d'aller chercher un résultat aussi conséquent que lors de la première campagne. Vous me direz ce que vous en pensez si vous avez éventuellement déjà joué au jeu. On enchaîne tout de suite avec On the Underground, deuxième édition d'un jeu qui avait déjà proposé Berlin et c'était quoi, Berlin et Londres à l'époque, et qui désormais nous propose Paris et New York. Et donc c'est toujours pour 2 à 5 joueurs, pour environ 1 heure de jeu pour des joueurs de 14 ans et plus, mais en fait c'est beaucoup plus accessible que ce que ça laisse penser ici avec ce petit 14 ans et plus. Je pense qu'à partir de même 10-12 ans c'est jouable. C'est un jeu de construction de routes, même si ici ce ne sont pas des routes mais des métros en fait tout simplement. Vous devrez connecter certaines stations de métro en fait entre elles pour essayer de scorer un maximum de points, un petit peu comme des jeux comme les Aventuriers du Rail par exemple, sauf que c'est un petit peu plus expert, c'est un bien grand mot, ça reste un jeu quand même relativement accessible et familial, mais c'est un tout petit peu plus crunchy, comme pourraient dire les anglophones, un petit peu plus demandeur, un petit peu plus susceptible de faire travailler vos neurones de manière un peu intense, mais au final ça reste un jeu relativement similaire par exemple aux Aventuriers du Rail pour ce qui est de vous donner un petit peu une première impression de ce que ça peut proposer en termes de gameplay. Et donc la nouveauté c'est donc ces 2 nouvelles villes, avec donc 2 nouvelles maps bien évidemment, puisque ce sera du coup l'occasion de faire encore plus de nouveaux challenges différents de ceux de Berlin et Londres, et certainement quelques petits ajouts aussi légèrement différents en termes de mécanismes purs par rapport à la première édition du jeu. Sachez que bien évidemment vous n'aurez pas besoin d'avoir le premier jeu d'origine avec Berlin et Londres pour pouvoir jouer à Paris et New York bien évidemment. Malheureusement, même si Paris fait partie des 2 nouvelles villes de cette série On the Underground, la version française ou francophone n'est pas encore à l'ordre du jour pour l'instant, ce qui est quand même assez dommage pour un jeu dont la moitié se passe en France, même si ça reste relativement abstrait, hein, bien évidemment vous pouvez remplacer n'importe quelle ville par n'importe quelle autre, voire même par une ville fictive, ça changerait pas grand chose en réalité. Ensuite pour le contenu, vous avez un petit peu ce que ça prend ici. Est-ce qu'on avait déjà le prix ici? Non, pas encore. Donc du coup on va descendre un petit peu pour aller voir les pledges de base. Sachez que vous avez aussi une édition Deluxe qui vous permet de mettre la main sur des composants un petit peu deluxifiés, comme ici les petits tokens de passagers, même s'ils n'ont pas de screen print, ce qui est un petit peu dommage, mais bon après tout c'est pas non plus une nécessité. Et puis également quelqu'un de monuments également qui sont reprintés avec cette fois-ci du screen print pour le coup. Et également une petite extension pour jouer en solo. Ensuite, vous pourrez aussi mettre la main sur la totalité de ce qui est sorti jusqu'à présent, donc le jeu d'origine, plus l'extension, enfin pas l'extension, mais le standalone Paris-New York. Les pledges sont désignés ici avec tout ce que ça peut comporter de nouveautés, etc. Mais pour l'instant, les prix ne sont pas présentés en détail. Donc on va essayer de descendre pour les trouver, mais je crois que sinon on va devoir passer directement sur le petit côté ici de la campagne pour voir les prix, parce que j'ai l'impression qu'ils ne sont pas présentés en détail, ce qui est toujours un petit peu dommage sur une campagne de ce type. Donc du coup on va directement passer ici, avec un pledge de base à 49$, donc 49 € pour le pledge On the Underground Paris et NYC, donc New York. Pour ce qui est du pledge Deluxe, avec un petit peu de composants deluxifiés, c'est 59$, donc bon, 10$ de plus, donc c'est une petite augmentation on va dire. Et puis pour le reste, c'est le bundle qui vient vous offrir les deux, donc le jeu d'origine Londres et Berlin, plus le nouveau Paris plus New York, les deux en version Deluxe, pour 108$, donc 106 € avec le taux de change actuel. Et pour ce qui est des frais de port, pour le Canada 24$, pour le Japon 19$, pour la France, où es-tu petite France? Je ne te trouve pas. La France n'existe pas. Voilà. Non en fait, je crois que j'ai vu tout à l'heure le mot Europe, mais c'était... voilà, c'est ici. Europe Based Backer, d'accord. Vous avez tout un tas de textes vous expliquant comment procéder quand vous êtes en Union Européenne. Ça allait être assez le bordel. Donc juste laissez-moi une seconde le temps que je lise ça. Ok, donc il n'y a effectivement pas d'envoi vers l'Union Européenne. Bah du coup ça me permet de passer très très vite à la prochaine campagne, puisque du coup si on peut pas être livré en Europe ça va intéresser assez peu de monde, reste quand même nos amis canadiens et puis éventuellement quelques autres spectateurs qui nous suivent dans d'autres pays de par le monde, mais pour les backers européens c'est mort, avec pourtant Paris dans le titre du jeu, c'est quand même doublement dommage. Mais bon c'est comme ça, que voulez-vous que je vous dise, c'est pas ma faute.
Voilà pour On the Underground, Paris and New York, 526 contributeurs, et pour le coup, c'est vrai que ça fonctionne pas aussi bien que ça aurait pu le faire précédemment avec la première campagne qui avait fait, je crois, un assez bon score à l'époque. On va essayer de retrouver l'information tout de suite, parce que Ludic Création avait fait jusqu'à maintenant pas mal de campagnes qui avaient justement des frais de port vers l'Europe sans aucun problème. C'est pas le cas pour cette fois-ci, avec notamment So You've Been Eaten qui avait fait un très bon résultat récemment, et On the Underground London Berlin, c'était 3000 contributeurs à l'époque. Et vous le voyez, actuellement, on est à 500. Donc effectivement, on est très loin de pouvoir prétendre à 3000 backers d'ici la fin de la campagne, à mon avis, vu la tournure qu'ont pris les choses. Dommage. Reste à espérer éventuellement une version francophone par un éditeur français, éventuellement, ou canadien par exemple, pour reprendre le flambeau, parce qu'en l'état, c'est pas livrable en Europe. Le petit print and play de la semaine, vous le savez, il y en a quasiment un par semaine, parfois même 2 ou 3. Cette fois-ci, il s'agit de A Wayfarer's Tale, un petit jeu solo mais également jouable jusqu'à 4 joueurs, dans lequel vous allez explorer des îles et différentes contrées d'un monde imaginaire, en collectant un maximum de trésors, tout en essayant d'éviter ou de vaincre des monstres. Le tout pour 1 à 4 joueurs, je le disais tout à l'heure, pour 20 à 40 minutes la partie, pour 10 ans et plus, donc relativement familial. La campagne a plutôt bien débuté, mais en même temps c'est souvent le cas avec les print and play, parce que de toute façon c'est très peu cher, et en plus de ça c'est entre guillemets livré, les fichiers PDF sont livrés juste après la fin de la campagne. Pour l'instant, on compte 660 contributeurs, 5700 € d'engrangés à 19 jours de la fin de la campagne, mais si je le présente malgré tout, c'est aussi parce que c'est un roll and write en print and play un petit peu plus ambitieux que ce qu'on a l'habitude de voir, puisque vous le voyez déjà, ne serait-ce qu'en termes de direction artistique, c'est un petit peu plus classe que d'habitude, et il y a aussi même des éléments de jeu que vous pourrez imprimer qui sont en relief pour donner encore un peu plus d'immersion au jeu. C'est un petit peu un facteur qui manque généralement au print and play, justement ce côté un petit peu immersif avec un matos un peu plus conséquent. Alors certes, il vous faudra vous munir d'une imprimante de qualité, de dés que vous aurez au préalable bien évidemment, on a tous des dés chez soi de toute façon, mais ça allait être un petit peu plus intéressant que beaucoup de print and play que l'on voit, même si depuis quand même quelques temps, on voit de plus en plus de print and play un peu plus intéressant. Même si c'est toujours un truc avec lequel j'ai eu du mal. Moi, c'est typiquement le genre de jeu qui va rester en fichier PDF dans mon PC quelque part, et j'oublierai tout simplement son existence. Donc du coup, je ne back jamais de jeu en print and play. Quoi qu'il en soit, vous aurez donc dans ce jeu à cœur d'explorer donc un continent avec différentes maps, bien évidemment, pour aller renouveler un petit peu l'expérience à chaque fois, et vous aurez donc toute une aventure avec à chaque fois, après un jet de dés, le choix d'un compagnon qui vous permettra d'établir certaines actions, notamment de l'exploration, de la collecte, etc. Et puis, à la fin de la partie, c'est celui qui aura collecté le plus de points de victoire, notamment via les trésors, via différents exploits face à des monstres, et puis également en termes d'exploration, qui aura le mieux exploré le continent, etc., qui réussira à l'emporter. Ce n'est pas forcément unifactoriel, il ne faudra pas uniquement se baser sur les trésors et leurs valeurs pour déterminer le vainqueur, et ça c'est plutôt intéressant, il y a différents facteurs à prendre en compte pour espérer choper la victoire en fin de partie. Je vais vous le dire tout à l'heure, le jeu est à 5$, donc c'est très très accessible, et en plus de ça, ce sera livré tout de suite après la fin de la campagne en PDF, puisque de toute façon, il n'y a pas de version physique, en tout cas pour l'instant. Parfois les PDF, les print and play s'offrent une version physique par la suite lorsqu'elles sont reprises par des éditeurs de jeux plus, disons, conventionnels, mais pour l'instant ce n'est pas encore le cas pour A Wayfarer's Tale, qui en tout cas a l'air relativement sympa malgré tout. Donc 660 contributeurs pour l'instant, 5774 € d'engrangés. Malheureusement, pas de version francophone à se mettre sous la dent pour l'instant. Est-ce que ça viendra d'ici la fin de la campagne? On verra bien. Alors certains seront peut-être déçus de ne le voir que dans les mentions honorables de la semaine. Copan Dying City, pour lequel j'ai pourtant voté moi-même, parce que je le trouve très intéressant, mais comme souvent avec Holy Grail Games, donc l'éditeur français, enfin franco-anglais, c'est que le truc, c'est que les campagnes sont pas très intéressantes en réalité. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent en termes d'exclusivité Kickstarter. Le prix n'est pas forcément plus intéressant, parce que de toute façon, il y a les frais de port à ajouter par-dessus. Donc bon, je suis pas fan des campagnes de Holy Grail Games, même si j'apprécie beaucoup ce qu'ils proposent en termes de contenu, de gameplay, d'expérience de jeu, de mécanisme. Muséum, très sympa. J'aimerais beaucoup tester un jour Rallyman. J'aimerais beaucoup mettre la main sur Encyclopédia, mais le OKS n'était pas intéressant, donc j'attendrai une sortie boutique. Mais comme je suis au Japon, il faudra que je fasse un passage en France pour éventuellement pouvoir le prendre, ou espérer qu'un jour il parvienne au Japon, éventuellement en version plutôt anglophone, parce que japonophone ça va être un petit peu galère, mais bon, pourquoi pas après tout. Mais Copan Dying City, ça suit un petit peu le même modèle, c'est-à-dire que le jeu a l'air très 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 sympa, mais sur KS, pas un grand intérêt.
Et est-ce que c'est à cause de ça? Je ne sais pas, mais pour l'instant la campagne démarre assez doucement. Alors attention, au moment où j'enregistre cette vidéo, le jeu a lancé sa campagne aujourd'hui même, donc 2-3 jours après la plupart des autres jeux de cette vidéo. Donc c'est aussi ce qui peut expliquer le nombre de contributeurs assez faible. Pour l'instant 300 contributeurs, 20 jours avant la fin de la campagne. Le jeu est déjà financé avec 23 700 € approximativement sur 20 000 nécessaires, donc le jeu est financé. On est sur un jeu de placement d'ouvriers avec un petit twist assez intéressant, puisque généralement les placements d'ouvriers, vous allez pouvoir eh bien, requérir de plus en plus de ressources, devenir de plus en plus puissant au fur et à mesure que la partie continue. Alors que dans le cas de Copan Dying City, c'est un petit peu le contraire. Vous vivez l'époque de l'Empire Maya, et en fait, c'est plutôt la fin du règne de l'Empire Maya, disons, et ça commence un petit peu à se casser la gueule dans tous les sens, et du coup, les ressources seront de plus en plus rares, et du coup, l'obtention de ces dites ressources sera de plus en plus difficile, bien évidemment, aussi. Donc du coup, vous commencerez la partie avec, comment dirais-je, un système d'obtention des ressources qui sera un peu plus simple qu'il ne le sera au fur et à mesure de la partie, et de plus a fortiori vers la fin de la partie, bien évidemment. Mais au final, ça reste un jeu de placement d'ouvriers super intéressant, avec également un petit aspect de gestion de ressources, et puis de placement de tuiles également, puisqu'il y aura certaines zones à, comment dirais-je, aller... c'est pas contrôler, mais disons, des zones sur lesquelles vous aurez à cœur d'être représenté pour pouvoir laisser votre marque dans l'histoire des Mayas, comme l'une des familles les plus prestigieuses du dit empire. Pour ce qui est du reste, on a bien évidemment une version francophone comme toujours avec Holy Grail Games. Je ne sais pas si je l'ai précisé, donc je le redis, c'est pour 1 à 4 joueurs pour 12 ans et plus, pour des parties assez longues, attention, pour 120 à 180 minutes, donc 2 à 3 heures de partie pour Copan. Donc oui, attention, c'est un jeu un petit peu long, c'est un jeu relativement expert, disons expert moins, disons. C'est pas un jeu familial, mais ça reste dans une gamme expert parmi les plus accessibles, on va dire. Et ça présente toujours aussi bien, c'est toujours très très bien illustré, comme souvent avec Holy Grail Games, éditeur auquel on peut reprocher certaines choses, notamment en termes de qualité de matériel parfois, mais par contre en termes de direction artistique, c'est généralement très très joli. Ensuite, on va aller chercher directement les niveaux de pledge, on va pas rentrer trop dans les détails, parce que c'est une mention honorable de la semaine, et qui plus est, en version francophone, ce qui veut dire que vous aurez un tas de vidéos spécialisées et uniquement dédiées à cette campagne, qui pourront vous permettre d'obtenir bien plus d'informations, bien plus précises que cette vidéo, dont ce n'est pas l'objet, donc ce n'est pas l'objectif de base, hein, puisqu'on prend beaucoup de campagnes chaque vidéo bien évidemment. Les niveaux de pledge, disais-je, on va essayer de les retrouver assez rapidement. Ils se trouvent ici. Donc 60 € pour le pledge de base, le Obsidian Pledge, pour avoir le jeu de base, plus les promo cards d'Aztec, des ambassadeurs Aztec. Donc un petit ajout histoire de dire que bon, vous participez à la campagne, vous avez des promo cards, ok. Pour 60 € au lieu de 70 lorsqu'il atteindra les boutiques. Donc petit rabais, mais bien évidemment, il y aura les frais de port à ajouter par-dessus, ce qui fait que finalement ce sera quand même un petit peu plus cher qu'en boutique. Et parfois le prix indiqué ici n'est pas forcément celui qui sera véritablement celui affiché en boutique par la suite. Donc bon, prenez ça avec des pincettes. Mais je pense que ce sera plus intéressant en boutique que sur Kickstarter. Vous avez aussi un Jade Pledge, donc un peu plus deluxifié disons, pour 95 €, qui s'accompagne cette fois-ci d'une extension intitulée The Lost Valley, ainsi que des tokens en bois plutôt qu'en carton, donc une petite deluxification. Je ne sais pas si ce sera exclusif à Kickstarter, rien ne semble le laisser penser, donc a priori vous devriez pouvoir les obtenir également dans le commerce par la suite. Et puis aussi des protège cartes, donc si ça vous intéresse, moi c'est pas forcément mon truc, mais je sais que Xavier par exemple est très fan des protège cartes. Ensuite, vous avez un pledge acolyte pour 45 € pour mettre uniquement la main sur l'extension et la deluxification, donc protège carte, token en bois, etc. Je pense que ça s'oriente plutôt vers ceux qui comptent justement acheter le jeu de base en boutique et qui voudraient uniquement prendre ce qui sera plus difficilement trouvable en boutique par la suite durant le KS, à savoir l'extension et les deluxifications de matériel. Ensuite, vous pouvez aussi prendre les deluxifications de matériel en add-on, par exemple uniquement les tokens mais pas les sleeves, ou seulement les sleeves et pas les tokens, et ainsi de suite. Vous pourrez aussi prendre l'extension seule à 20 € plutôt que 30 en boutique si ça vous tente. Sachant que l'extension, elle pour le coup, vient ajouter un petit aspect limite narratif dans lequel vous aurez des choix un petit peu plus impactants, un peu à la façon de certains jeux Legacy, mais sans l'aspect Legacy bien évidemment, mais un peu plus peut-être immersif. Et puis ensuite, ma foi, on va passer vers les frais de port directement.
pour voir un petit peu à quelle sauce on va être mangé. Sachez bien évidemment que vous aurez plein de vidéos en français pour vous informer concernant le jeu, notamment ici avec Game Trotter, mais encore avec les jeux de Chaps par exemple, et je ne doute pas qu'on en ait d'autres, notamment les recettes ludiques qui l'ont abordé récemment sur la communauté des ludistes francophones sur Facebook. Encore une fois avec Holy Grail Games, théoriquement ça devrait être livré assez rapidement, entre août et septembre prochain, donc il ne faudra pas attendre trop longtemps. Ceci dit, attention, hein, ce ne serait pas la première fois que Holy Grail Games, comme beaucoup d'autres éditeurs, arrivent en retard par rapport à ce qu'ils affichent au début de la campagne, mais récemment c'était plutôt respecté, notamment avec Encyclopédia d'ailleurs, mais Muséum, ici en tout cas on l'attend encore, donc ça devrait plus trop tarder ceci dit. Pour le shipping, donc France, mais également Belgique, c'est 13 à 16 euros en fonction du niveau de pledge, j'imagine. Ensuite, pour ce qui est du Canada, mais également du Luxembourg ou de... qu'est-ce qu'il y a d'autre comme pays francophone ici? Non, c'est tout. Donc Canada, Luxembourg, 14 à 18, c'est assez peu différent pour être honnête. Suisse et Japon, donc ça nous concerne nous également, 20 à 27 euros de frais de port. Pas très intéressant pour nous. Et puis ma foi, c'est à peu près tout. Je crois que j'ai fait le tour pour la francophonie. Donc du coup, c'est à peu près tout pour Copan Dying City, un joli nouveau projet pour Holy Grail Games, mais encore une fois, pas terriblement intéressant sur Kickstarter. Bon, attendez éventuellement plutôt la sortie en boutique, même si, bien évidemment, c'est toujours un coup de pouce pour l'éditeur que de le backer directement dans la campagne. Il n'a recueilli aucune voix dans le sondage de la semaine. Footmess, apparemment il y a assez peu de fans de football sur la chaîne, semble-t-il, mais le jeu est tout de même financé avec 12 800 € pour l'instant, 300 backers déjà, ce qui est pas si mal, à 23 jours de la fin de la campagne, malheureusement pas de version francophone, ce qui peut aussi expliquer le manque d'intérêt de la communauté francophone pour ce jeu. C'est pas forcément le jeu le plus intéressant sur cette thématique du football, on en a notamment un ou deux dans la sphère francophone, des créations françaises d'ailleurs, qui ont l'air d'être plus intéressants, mais bon, le jeu existe, il est actuellement en campagne, donc je le mentionne brièvement, et puis vous le voyez, hein, c'est financé malgré tout, hein, avec ses 300 contributeurs, il est parti pour un financement quand même assez conséquent, on va certainement aller chercher pas très loin de 800 voire 1000 contributeurs d'ici la fin de la campagne, on y croit, mais bon, en tout cas de mon côté il m'intéresse pas outre mesure, on est sur un jeu qui est essentiellement basé sur des jets de dés, donc bon, c'est quand même laisser beaucoup d'espace à la chance et à l'aléatoire, ce qui est pas forcément trop mon truc, et en plus là les illustrations sont pas fantasmagoriques, et je sais pas pourquoi ils ont tous l'air de tirer la gueule, ce qui est assez étrange pour le coup. Pour le reste, bon, vous avez un petit peu compris le genre, hein, on va chercher à établir le meilleur effectif possible, y compris, j'imagine, certaines cartes qui n'auront pas des, comment dirais-je, des fonctions de joueurs ou de joueuses, mais plutôt de membres du staff peut-être. Et on va faire des matchs sur le terrain avec ces dés que vous voyez avec un but derrière pour gagner des points sur un classement général et espérer l'emporter. C'est pour 3 à 5 joueurs, pour 10 ans et plus, donc relativement familial, et ça se joue en 90 minutes. La coïncidence est belle, hein, 90 minutes comme un match de football bien évidemment, et en plus la campagne arrive juste avant le début de la Coupe du Monde, bien évidemment, c'est bien pensé, c'est de la science. Ensuite, continuons, combien ça coûte ce bordel? Alors, voyons voir ça tout de suite. Est-ce qu'on nous présente le prix de manière assez claire pour que je puisse le choper assez rapidement? La campagne est assez longue, on présente ça assez en détail quand même, donc je vais passer assez rapidement malgré tout. Felipio. On a un petit monsieur Felipio qui est un bomber, avec chacune des cartes qui apparemment a ses propres spécificités, qui est relativement intéressante de ce point de vue-là. Ici par exemple, lorsque le match se termine par un match nul, eh bien la valeur de son dé est de 4 ou plus. Ok, il est franco-brésilien. Ok. Quoi qu'il en soit. Continuons. On va essayer de trouver quand même les prix au bout d'un moment, à moins que ce soit vraiment tellement galère que je dois aller sur le côté de la campagne pour essayer de choper plus d'informations. Alors bah c'est ici, excusez-moi. Les rewards. Donc on a directement un double pack, ok, pour 2 jeux, pour éventuellement un mini pledge groupé à 75 €. Mais moi je cherche le jeu de base en fait, tout simplement. Donc on va passer directement ici, hein, ce sera plus rapide. J'ai l'impression que c'est le seul pledge. Non, quand même pas. Ah non, ici, ok, excusez-moi. 49 €. 49 € pour une copie du jeu. Et effectivement, si vous êtes intéressé et que vous connaissez d'autres personnes intéressées, c'est peut-être l'occasion de faire un petit pledge de groupe, de mini pledge de groupe, puisque ça vous en coûtera 75 € plutôt que, ben, du coup, quasiment 90, oui, 98, c'est ça? Donc une petite réduction assez conséquente malgré tout. Par contre, attention, le pack pour 2 copies du jeu est limité à 20 contributions, et pour l'instant il y en a déjà 13 de parties, donc bon, c'est pas forcément
C'est assez étrange comme proposition de seulement 20 copies pour un mini pledge groupé. Quoi qu'il en soit, pour ce qui est des frais de port, pour l'Europe c'est 10 euros, pour la Suisse c'est également 10 euros d'ailleurs, pour le Canada c'est également 10 euros, ok, bon mettez juste 10 euros pour tout le monde à la limite, et juste pour le reste du monde, donc parmi nous, au Japon par exemple, 25 euros de frais de port. Et ma foi, c'est à peu près tout pour Footmess qui devrait a priori pas intéresser grand monde sur la chaîne, d'autant plus qu'il n'y a pas de version francophone et qu'il y a certainement d'autres jeux de football peut-être un peu plus intéressants que celui-ci. On continue sur un jeu sale qui s'intitule Super Dark. Pas sale dans le sens où, comme son titre pourrait le laisser penser, c'est un jeu avec beaucoup de sang dans un dungeon crawler dégueulasse, non, simplement parce que c'est un jeu qui parle de politique, donc ça va être un petit peu sale malgré tout. Super Dark, c'est un jeu d'identité secrète, un petit peu à la manière d'un Secret Hitler par exemple, ou un Avalon par exemple, mais qui vous propose d'aller incarner soit des citoyens, soit ce qu'ils appellent aux États-Unis des Super PAC, donc des comités d'action politique, donc des sortes de grosses corporations qui, en utilisant de l'argent parfois obtenu de manière assez obscure, vont chercher à influencer les élections. Et en fait, vous êtes dans des équipes sans savoir qui est dans votre équipe autour de la table, et vous allez chercher à influencer les élections, soit en faisant des donations de manière individuelle à des partis politiques, pour essayer justement de faire en sorte qu'ils ne soient pas corrompus par de grosses corporations, ou vous allez incarner des corporations et donner un maximum de thunes pour qu'ils puissent justement tirer leur épingle du jeu et être élus pour défendre vos positions politiques par exemple. Donc voilà, c'est un jeu à identité secrète avec des rôles légèrement asymétriques pour les citoyens et pour les super PAC, et puis également un jeu avec des informations assez limitées, vous ne savez pas forcément qui est qui autour de la table, et de ce point de vue là c'est relativement intéressant, même si à la base c'est pas forcément un type de jeu en tout cas qui moi m'attire particulièrement, et je sais que Xavier c'est vraiment pas trop son truc. C'est le premier projet pour Super Dark Games, donc en même temps ils ont pas trop creusé la soupière pour se trouver un nom, parce que c'est le titre du jeu également. Pour l'instant 216 contributeurs, pas de version francophone malheureusement, mais bon, le jeu est financé avec 15 000 euros d'engrangés pour l'instant, avec 24 jours avant la fin de sa campagne. En termes de, de matériel, c'est relativement basique, c'est relativement modeste et humble on va dire. Vous le voyez même en termes de, de direction artistique, c'est aussi très très sobre, mais bon, c'est pas vilain, et les jeux les jeux d'ambiance à identité secrète, c'est pas forcément ce qu'on leur demande d'avoir un matériel complètement fou. Quoi qu'il en soit, les niveaux de pledge, on est à un pledge à 40$ pour le early voter, ce qui veut à mon avis dire que oui, il y a très peu de temps avant que ce pledge ne disparaisse, une sorte de early bird pour 40$. Une fois que ce sera terminé, le pledge passera à 49$, et à mon avis c'est déjà terminé pour le coup, surtout lorsque vous verrez cette vidéo dimanche. Donc 49$ pour le pledge de base, et puis ensuite, ma foi, on a d'autres pledges un petit peu plus orientés mécénat, par exemple votre visage sur une des cartes du jeu, mais c'est pas très intéressant, donc en gros vous avez un niveau de pledge à 49$ et c'est marre. Mais pas de version francophone malgré tout. Pour ce qui est des frais de port, pour le Canada c'est 22$ apparemment. Il y a certains niveaux de pledge qui ne sont pas disponibles pour certaines zones apparemment. Pour ce qui est de l'Union Européenne, donc tous les pays sauf ceux qui sont mentionnés ici seront dans la première zone Europe ici, donc 18$ de frais de port. Et puis éventuellement pour nous qui sommes en Asie Pacifique, ça doit être 29$. Ouais, ce qui est quand même assez cher vu le prix du jeu lui-même, donc c'est pas forcément très très intéressant. Et pour ce qui est de la TVA, j'ai pas vu de mention faite à ce propos, mais à mon avis, jeu américain, à mon avis vous aurez certainement un petit billet à sortir en plus dans le Pledge Manager, si Pledge Manager il y a, ce qui n'est pas forcément garanti non plus. Donc voilà pour Super Dark, jeu d'ambiance à identité cachée. Vous me direz si vous êtes amateur de ce genre de jeu, c'est pas trop le cas chez nous, mais bon après tout, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. On continue tout de suite avec le nouveau projet de Flatout Games, l'équipe à laquelle on doit Calico, Cascadia ou plus récemment Verdant, tous de très très beaux succès sur Kickstarter, puis également par la suite en boutique. On va aller voir rapidement d'ailleurs leurs trois précédents projets, notamment donc Calico qui avait fait 6700 contributeurs dès un premier projet, c'était assez conséquent, c'est assez énorme de faire autant de contributeurs sur un premier projet. Ensuite Cascadia, donc, qui a récemment reçu l'Asdor, non pas l'Asdor, mais le Spiel des Jahres, avec 9000 contributeurs à l'époque, et puis un énorme succès en boutique par la suite. Verdant, 11000, donc on a augmenté quand même 6000, 9000, 11000. Est-ce que la progression va continuer ici avec Fit to Print ?
Je pense qu'on va faire un petit peu moins que sur Verdant malgré tout, et de toute façon, les gens commencent à comprendre, à saisir que Flat Out Games, de toute façon, ça va faire de gros résultats en boutique, et donc il n'est pas forcément hyper nécessaire d'aller backer durant le Kickstarter. Il n'y a pas forcément de raison particulière, il n'y a pas de grosse exclusivité qui légitimerait l'obtention d'un back sur Kickstarter plutôt que la patience récompensée par une sortie boutique, d'autant plus que de toute façon on aura une version française à terme, c'est sûr et certain, comme toujours avec Flat Out Games. Par contre, comme toujours avec Flat Out Games également, c'est des jeux très abordables, ce qui est assez rare de nos jours sur Kickstarter. Vous le voyez ici, 29$ pour Fit to Print. J'en ai pas encore parlé en détail, mais Fit to Print, c'est un jeu dans lequel vous incarnez des journalistes représentés ici par des animaux anthropomorphes qui ont à cœur tout simplement de composer la une de leur journal. Il reste très peu de temps, il va falloir faire de la pose de tuiles un petit peu façon Tetris pour composer la meilleure une, sachant que chacune des tuiles qui vient composer cette une de votre journal va vous permettre d'avoir accès à des conditions de scoring différentes, et du coup il y aura aussi toutes ces petites zones blanches que vous ne pourrez pas compléter, qui elles vous feront à minima pas gagner de points, ou parfois pire, vous feront perdre des points également, ce qui est assez intéressant de ce point de vue là. C'est également l'œuvre de Peter McPherson, que vous connaissez peut-être pour Les Petites Bourgades, un jeu qui était sorti pour le coup chez AEG, et en France, je me demande si c'était pas Matago, si je me souviens bien, je sais plus. Quoi qu'il en soit, un jeu qui avait plutôt de bons retours de manière générale, même si c'était plutôt léger. De toute façon, ici, Fit to Print, comme tous les autres jeux de Flat Out Games, c'est aussi relativement accessible, relativement familial. Donc je le disais, c'est un jeu de placement de tuiles pour 1 à 6 joueurs, pour des parties très courtes, de 15 à 30 minutes, par Peter McPherson et illustré par Yann O'Toole, là encore un des grands pontes des illustrations de jeux de société de ces dernières années. Pour le reste, je l'ai dit, on va construire donc sa une de journal en essayant de combler autant que faire se peut tous les espaces disponibles, et également en essayant de scorer un maximum de points en fonction des conditions de scoring de chacune des tuiles. Et vous le voyez, il y en a un paquet, il y a plus de 130 tuiles de scoring, avec notamment que du texte ou parfois des photos, et puis chacun de ces éléments rapporteront des points différents en fonction de leur placement, en fonction du nombre de tuiles que vous aurez du même type, etc. Donc c'est super intéressant. C'est vrai que c'est un jeu que j'aimerais bien tester, comme quasiment tous les jeux de Flat Out Games. Ils font quand même des propositions assez intéressantes en termes de gameplay et aussi de thématique d'ailleurs, donc encore un jeu de plus que j'aimerais bien tester à terme. Pas de version francophone durant la campagne, raison de plus de s'y intéresser plutôt pour la sortie boutique que durant le Kickstarter. Pour le reste, on va quand même aller voir rapidement ce qu'il en coûte d'obtenir Fit to Print. J'ai bugué l'espace d'un instant sur ces petits standees de table de journalistes assez ravissantes, pour le coup, c'est sympa. Rapidement, donc on passe sur les propositions de pledge. Je pense qu'on a généralement assez peu de toute façon chez Flat Out Games. Sachez qu'il y a aussi un mode solo disponible, donc ça aussi c'est plutôt très sympa pour les amateurs du genre. Est-ce que je vais finir par les trouver quand même ces niveaux de pledge? On va réussir, au bout d'un moment quand même. Alors. Ou peut-être pas, hein, je vais peut-être pas réussir après tout, je suis vraiment pas bon aujourd'hui. Pour ce qui est de trouver les pledges, en tout cas c'est vraiment compliqué pour moi aujourd'hui. Il y a beaucoup d'impressions, d'opinions, de vidéos dans tous les sens. Il y a même une vidéo ici en français d'ailleurs, avec le professeur de board game, pour ceux que ça pourrait intéresser. C'est toujours bon à prendre. Mais je vais pas réussir à les trouver. Si, ça y est, enfin. C'était long. Pour un petit jeu de 15 à 30 minutes, j'ai passé beaucoup de temps à trouver des informations. Quoi qu'il en soit, les pledge levels, on a ici du print and play. Oui, c'est une option, à 5$. Pour ceux qui voudraient éventuellement se faire une première opinion avant éventuellement de l'obtenir en boutique. Mais pour ceux que ça intéresse, la version physique directement, le Kickstarter Edition était à 29$ pour avoir donc le jeu de base plus un petit KS promo pack, donc des petites cartes supplémentaires qui ne seront pas disponibles dans le commerce, mais qui ne viennent pas non plus révolutionner la phase du jeu, plus les stretch goals qui eux de toute façon seront disponibles aussi en boutique très certainement, plus le print and play éventuellement pour pouvoir y jouer avant la réception du format physique. Ensuite, l'aide de copie du jeu à 56 plutôt qu'à 58, donc petite ristourne. Les pledges groupés à 6 pour avoir encore plus de rabais sur la copie à l'unité. Et puis ma foi, c'est à peu près tout. Le reste ici, on vous dit peut-être que vous pourrez aussi obtenir Calico Cascadia et Verdant dans le Pledge Manager, où vous pourrez aussi obtenir les précédents jeux de l'éditeur. Bon, en même temps, ils seront disponibles dans le commerce, donc ce n'est pas forcément une nécessité. Pour le shipping, le Canada, on est sur du 16, 22, 48 en fonction du niveau pledge. 16 pour un jeu, 22 pour deux jeux,
48 pour 6 jeux, donc c'est le moment de faire des pledges groupés bien évidemment pour aller bien tout simplement faire des petites ristournes, bénéficier d'un petit rabais sur le prix de l'unité. Ensuite, pour l'Europe, c'est 14$ pour une copie. Pour la Suisse, c'est 29$. Assez peu intéressant pour le coup. Et pour nous qui sommes dans le Rest of Asia, j'imagine, on va quand même vérifier rapidement. J'arrive pas à trouver si c'est là. Japan, ouais, c'est ça. Donc 19$, donc c'est relativement accessible pour nous également. En même temps, 19$ pour un jeu qui en coûte 29, c'est pas si peu cher que ça non plus. Et ma foi, c'est à peu près tout pour Fit to Print, le nouveau jeu de Flatout Games qui devrait faire un très beau résultat comme tous les jeux précédents de Flatout Games. De toute façon, campagne relativement longue qui plus est, 28 jours avant la fin de la campagne, 3264 contributeurs pour l'instant, 100 000 € d'engrangés. On devrait certainement aller chercher autour de 10 000 contributeurs d'ici la fin de la campagne. Est-ce qu'on ira chercher plus que leurs précédents jeux? Est-ce qu'on continuera la pente ascendante des précédents jeux de Flatout Games? C'est pas impossible. Je pense que ça va être un petit peu compliqué, mais c'est jouable malgré tout. Dernière mention honorable de la semaine, il s'agit ici de Gatefall, un jeu qui a déjà connu plusieurs campagnes sur Kickstarter, ou au moins une d'ailleurs, je me souviens plus exactement du nombre, mais ça nous vient de Jack Dyer, donc une petite compagnie américaine intitulée Graham Rabbit, qui avait donc déjà proposé 13 projets, et notamment un ou deux, si je me souviens bien, sur Gatefall. On avait ici, voilà, deux ici, qui vient s'enrichir de nouvelles factions assez régulièrement, semble-t-il, et il vient nous proposer ici deux nouvelles éditions pour le jeu de base, ainsi qu'une deluxification avec des miniatures. D'ailleurs, vous allez voir, les miniatures sont plutôt très classe. Pour l'instant, ça vivote, mais ça marche pas très bien, pour être tout à fait honnête. 144 contributeurs, 7000 € d'enrangés, donc c'est financé, même si c'est peut-être un petit peu à perte en l'état. Et il reste 31 jours avant la fin de la campagne pour ce jeu de stratégie un petit peu façon escarmouche. En fait, on va se foutre sur la tronche à 2 joueurs avec des personnages assez largement asymétriques, en équipe de 3 ou 4 si je me souviens bien, et à chaque fois que l'on remporte un combat, on va pouvoir aussi procéder à une petite phase de deck building où on va enrichir son deck et renforcer chacun de ses personnages, bien entendu. Il y a aussi une petite facette de gestion de ressources, mais assez légère. C'est globalement un jeu pour 2 joueurs de confrontation, mais on peut aussi jouer jusqu'à 4 joueurs, voire même en solo, si l'on prend l'extension ou les extensions. C'est pour 2 ans et plus, et c'est des parties d'environ 60 minutes. Le jeu a l'air d'être relativement classe, la direction artistique est plutôt jolie. Après, pour le reste, ça a l'air d'être relativement classique pour ce qui est des mécanismes. J'en parlais tout à l'heure, les miniatures sont plutôt très classe, on les voit ici. Les dés customisés également pour ce qui est de la phase des combats. Ensuite, les points que l'on aura gagnés seront dépensés pour aller enrichir notre deck via différentes cartes dans un mécanisme de deck building assez basique mais efficace. Avec ici un petit aperçu des personnages qui auront donc chacun leur propre spécificité un petit peu asymétrique. Et puis, ma foi, c'est à peu près tout ce que je peux vous en dire. Il n'y a rien de très particulier, mais c'est plutôt joli et ça a l'air d'être relativement efficace. Les retours que j'ai pu en lire sont assez peu nombreux, mais sont généralement plutôt positifs. Malheureusement, pas de version francophone dans cette campagne. Le pledge de base, vous le voyez ici, c'est avec des standees et non pas avec des miniatures, et c'est vrai que le jeu du coup en prend un petit coup dans la tronche, hein, c'est un petit peu moins joli. La présence sur table n'est pas folle avec des standees, mais c'est très abordable à 29$ l'édition de base. Pour ceux qui voudraient plutôt s'orienter vers les miniatures, et je les comprends parce qu'elles sont plutôt très jolies, et c'est vrai que ça a une toute autre présence sur la table. Par contre, il faudra débourser un petit peu plus cher, 59$ pour l'édition Deluxe. Avec ici donc les quelques miniatures que vous apercevez ici, ainsi que quelques petits items également en impression 3D qui sont plutôt classe, le tout accompagné de cartes avec une direction artistique plutôt satisfaisante. Vous allez voir aussi rapidement qu'il y a beaucoup d'extensions d'ores et déjà, et puis d'autres qui vont venir à terme également. Là par exemple on a les Monsters avec Frankenstein ou Dracula par exemple qui devrait arriver en janvier prochain. On a ensuite ici le Cobra Mode avec des nouvelles miniatures un petit peu plus japonisantes pour le coup qui devraient arriver l'année prochaine. Ensuite on a les zombies des années 80 qui eux aussi arriveront l'année prochaine. Et puis voilà, on en a d'autres derrière, donc pour les Bounty Hunters, les Wild West, etc., le Kung Fu même. Donc on aura tout un tas d'extensions qui viendront enrichir le jeu au fur et à mesure. Mais pour l'instant, vous le voyez, c'est pas un énorme succès non plus, soyons tout à fait honnêtes. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai même pas regardé par curiosité quels étaient les résultats des 2 précédentes campagnes pour le jeu. On avait eu ici 1000 quand même contributeurs pour Northwoods, et puis pour le jeu d'origine, on avait eu près de 2000 contributeurs, donc c'était quand même un plutôt beau résultat, et pour l'instant, on est très loin d'aller égaler le résultat en question, puisque vous le voyez, pour l'instant, on est à 144 contributeurs, donc ça se passe assez mal au final pour ce jeu. Pour ce qui est des frais de port, assez rapidement, sachez également d'ailleurs, je devais le préciser un peu plus tôt, que la version francophone sera disponible en PDF, donc les cartes elles ne seront pas traduites, en tout cas
pas dans l'état, puisque la campagne ne marche pas très bien. Si elle avait bien marché, on aurait potentiellement pu avoir un petit translation pack à 5$. Bon, un petit billet supplémentaire pour avoir les cartes traduites dans sa langue, mais au moins ça aurait pu être vraiment totalement traduit. Là, en l'état, ce sera à minima traduit en version, comment dire, je print and play quasiment, en version imprimable, en PDF pour ce qui est des cartes, pour l'explication des cartes. Ensuite, pour les frais de port, disais-je, je les ai passés un petit peu trop rapidement. C'est ici que ça se passe, ok. Donc pour le Canada, 20$, pour l'Union Européenne, 25$, et pour le reste du monde, 30 à 50$ en fonction du pays dans lequel vous vivez, j'imagine. Et du coup, c'est à peu près tout pour Gatefall avec cette nouvelle édition un petit peu deluxifiée, mais pour l'instant, ça marche pas terrible. J'ai pas tellement cherché à comprendre pourquoi d'ailleurs, mais il y a certainement une ou plusieurs raisons qui pourraient l'expliquer. Et ma foi, c'est à peu près tout pour les mentions honorables de la semaine. On va pouvoir maintenant s'orienter tranquillement vers les 3 gros projets de la semaine. On en arrive donc à la partie que tout le monde attend chaque semaine, à savoir les gros projets de la semaine, et on commence tout de suite, je le dis d'entrée de jeu, par mon coup de cœur de la semaine, Unconscious Mind, et je vais pas passer trop de temps sur le sujet, même si c'est un des gros projets de la semaine, pour la simple et bonne raison que vous nous avez certainement déjà regardé notre vidéo de review du projet. On en a parlé, Xavier et moi-même, il y a à peu près une semaine de cela, et on va encore sortir une vidéo sur le sujet, une vidéo d'expli partie en fait, pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner sur la table au cours d'une vraie partie qui aura duré environ 1h30 si je me souviens bien. Il faut que je termine le montage assez rapidement pour pouvoir vous la délivrer dans le courant de la semaine à venir, mais bien évidemment c'est mon coup de cœur, je vous renvoie bien évidemment à la review qu'on a effectuée récemment. Le jeu est génial, voilà, tout simplement c'est un jeu qui vous permet de vous plonger en plus dans un univers assez original, qu'on voit assez peu, c'est vrai, dans le monde du jeu de société, puisque vous plongez ici dans la Vienne, en l'Autriche du début du XXe siècle, à l'époque des débuts de la psychanalyse de Freud, et en fait on va chercher à développer la psychanalyse, à soigner certains patients qui viennent nous voir. Le thème est assez prenant, je veux dire, c'est pas forcément un thème qui moi m'excite particulièrement. La psychanalyse c'est pas un truc vers lequel j'ai une sympathie particulière, j'aurais plutôt une sorte de défiance plutôt qu'autre chose, mais au moins je trouve que le jeu a le mérite de proposer une thématique assez originale, et au-delà de ça, c'est un jeu qui vient mélanger différents mécanismes, mais avec un équilibre aux petits oignons. C'est vraiment un mélange de différents trucs que j'adore particulièrement. Il y a de la pose d'ouvrier, qui est certainement mon mécanisme préféré à ce jour, il y a également de la gestion de ressources un petit peu également, il y a aussi de la construction de tableaux, il y a aussi des rondelles, il y a aussi de la gestion de main, il y a aussi tout un tas de bonus à aller chercher au cours de la partie, donc un petit aspect course également, un petit aspect de set collection pour aller compléter certaines missions. Bref, je vais pas rentrer dans les détails plus que ça, puisqu'il y a la vidéo de review qui est faite pour ça. D'ailleurs, certainement en haut à droite de votre écran, je vous mettrai un petit lien, un petit renvoi vers la vidéo en question au cas où vous l'auriez raté pour l'instant, mais le jeu est vraiment génial, et je pense qu'on a dit à peu près tout ce qu'on avait à dire dans la vidéo en question, donc je vais pas passer plus de temps que ça sur ce qui constitue le gameplay, le cœur du jeu. Donc on va passer directement sur les propositions de niveau de pledge, disons, et puis ce qu'on n'a pas pu nous encore dire dans la review, à savoir le contenu supplémentaire qui va être ajouté au fur et à mesure de la campagne via les treasures notamment. Alors d'abord, qu'y a-t-il dans la boîte de base, qui est déjà une édition deluxe, puisqu'en fait elle est un petit peu différente de celle que vous retrouvez en commerce apparemment. Vous aurez donc les deux plateaux que vous voyez ici, donc le tableau de la table des idées autour desquels les différents psychanalystes de l'époque se rassemblent autour de Freud pour aller développer leurs idées autour de la psychanalyse, et c'est là que se fera le placement d'ouvriers, avec pour chacun des emplacements différents embranchements. Vous allez poser une bulle d'idées, un petit peu à la façon d'une bulle de bande dessinée, et en fait la pointe de la bulle en question déterminera l'emplacement que vous choisirez pour votre action. Vous pourrez parfois en mettre une, deux, voire même trois pour accomplir la même action à de multiples reprises si tant est que ce soit possible. À droite, vous avez le plateau de la ville de Vienne où vous pourrez vous déplacer pour bénéficier de certains bonus et également activer un peu plus rapidement de la fin de la partie, puisqu'en fait il n'y a pas un nombre de tours déterminé pour terminer la partie. Il faudra juste faire progresser la réputation de Freud, et quand on arrive au bout de la piste que vous entrevoyez ici, eh bien la fin de partie s'active. Ensuite, vous avez ici des plateaux de psychanalystes, en fait, chacun des personnages que vous pourrez contrôler durant la partie. Pour l'instant, en l'état, dans ce qu'on a pu voir, en tout cas dans la review, dans le prototype que nous on avait, il n'y a pas d'asymétrie entre chacun des personnages. Peut-être qu'à terme, via les stretch goals, il y aura peut-être des petits ajouts, des petits modules qui rendront le tout un petit peu, asymétrique. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais c'est pas forcément quelque chose qui manque particulièrement, même pas du tout. On a ici les petites tuiles de clientèle. En haut, vous mettrez les rêves latents de ce patient
patient, et en bas vous mettrez justement le patient avec son pathos, avec une carte transparente. C'est vraiment du plus bel effet. En plus de ça, je le répète encore, même si je l'ai déjà dit dans la review, mais l'artwork, la direction artistique est absolument magnifique. On a donc Vincent Dutray pour tout ce qui est aspect réaliste, la réalité, et ensuite Andrew Bosley, donc l'illustrateur de Everdell, pour tout ce qui est plutôt vers le rêve, l'onirisme, et le mélange est vraiment savamment bien dosé, et c'est vraiment très très classe. Ensuite, on a aussi tout un tas de tokens, les tuiles de mission que l'on voit ici, les tuiles de traité que l'on voit ici et qu'on pourra débloquer via un mécanisme de set collection. Ensuite, les tuiles de technique qui vous permettront d'aller élargir votre tableau et les actions qui pourront en découler, bien évidemment. Ensuite, toutes les cartes, voilà, les cartes transparentes qui constituent autant de pathos que vous pourrez accoler sur chacun des clients. Donc, ce qui fait que même si chacun des clients a ses propres spécificités en l'état, il vient s'ajouter par-dessus une autre spécificité qui sera différente à chaque fois que vous jouerez, parce qu'en fait, chaque carte transparente est différente, elle a des prérequis différents, elle a des bonus d'accomplissement différents également, ce qui est que chaque client aura un profil assez différent d'une partie à l'autre, même si c'est le même client au final. Ensuite, les rêves manifestes, les rêves latents, qui seront, comment dirais-je, traitables d'une manière un petit peu différente l'un de l'autre, mais même s'il faudra d'abord soigner le rêve manifeste avant de pouvoir espérer soigner le rêve latent de cette personne. Ensuite, ici, vous avez comment dirais-je, les inserts, qui seront, je crois, mais c'est à confirmer, l'œuvre de Game Trace. En tout cas, si ce n'est pas le cas, ça s'y apparente vraiment. Ça va être très très pratique, et d'autant plus que la version que nous avions en prototype ne possédait pas d'insert, et c'était assez rapidement le bordel, faut être honnête. Ça ressemblait un petit peu à un jeu de Maracaibo en retail. Là, du coup, on voit qu'effectivement, il y aura de beaux inserts bien organisés, et c'est vraiment vachement plus agréable. Ensuite, au-delà de ça, par contre, on ne l'avait pas, nous, dans notre prototype, c'est le Free Association Module Box. Vous aurez différents petits modules qui viendront agrémenter vos parties. Vous pourrez choisir de les ajouter ou non, d'en ajouter 1, 2, 3, pour aller complexifier, ou pour aller, comment dirais-je, ajouter un petit peu de diversité à vos parties. Et c'est assez intéressant de venir enrichir encore un jeu qui l'est déjà à l'origine assez fortement. Hein. C'est un jeu très très riche, très abondant en termes de mécanismes et de réflexion également, donc je serais très curieux de voir justement ce que viennent apporter ces mécanismes indépendamment les uns des autres, et puis éventuellement aussi ensemble. Et c'est pas tout, puisqu'on a aussi, vous le voyez ici, une extension intitulée Nightmares Expansion, donc l'extension des cauchemars, avec encore une fois une illustration assez magnifique de Dutray et de Bosley, qui cette fois-ci vient ajouter des animaux de compagnie, ainsi que des cartes transparentes comme celles qu'on a vues tout à l'heure avec les pathos, mais qui sont cette fois-ci sont représentées par des métamorphoses. Ensuite, les tuiles de pets, donc d'animaux de compagnie. Ensuite, quelques placements supplémentaires, quelques patients supplémentaires, excusez-moi, généraux et un peu plus particuliers, comme c'est le cas dans le jeu d'origine. Ensuite, les cartes de cauchemar. Apparemment, on aura certainement quelques autres cartes qui vont venir s'ajouter au fur et à mesure de la partie, je pense. Enfin, pas de la partie, mais de la campagne, excusez-moi. Le Game Trace qui va avec, mais je ne suis pas sûr que ce soit un Game Trace, évidemment. Ensuite, on a aussi un gramophone, même si je ne suis pas sûr que ce soit un Game Trace, mais bon, vous comprenez, c'est un insert en plastique, disons. On a aussi un petit gramophone ici qui sera un module supplémentaire à ajouter. On aura aussi ici une tuile supplémentaire de mission qui rapportera 10 points si on réussit à la compléter. Les tokens de folie, on les a pas encore dévoilés pour l'instant, mais on les verra certainement très prochainement. On a aussi une digital soundtrack, donc un fond sonore que vous pourrez bien simplement laisser en fond musical pour accompagner vos parties, avec certainement une ambiance assez proche de ce que l'on pourrait espérer dans ce type de thématique. On a aussi 66 cartes de rêve, cette fois-ci en holofoil, donc un petit aspect de surbrillance des cartes assez classe. C'est absolument pas indispensable, mais ça a le mérite d'exister et d'ajouter encore une petite touche de délexification par-dessus. Ensuite, on a aussi du néoprène pour le plateau central avec les tables des idées, et un autre pour la ville de Vienne, avec tous les emplacements nécessaires pour chacune des cartes, chacune des piles de cartes, donc les rêves, les patients, etc. Donc un peu plus de, d'ergonomie et de déluxification là encore, même si c'est pas nécessaire bien évidemment. Là vous voyez que vous avez à côté le plateau des idées, qui celui-ci n'a pas de playmat en l'état, mais il y en a un qui va être ajouté durant la campagne, qui sera ajouté votre pledge en fonction du pledge que vous choisirez bien évidemment. Ensuite ici on a la Collector's Box qui elle vient ajouter encore plus de déluxification, puisque cette fois-ci on aura des miniatures pour remplacer les petits meeples d'origine, avec donc les professeurs que vous voyez ici. Ensuite, on aura aussi les marqueurs de scoring qui seront eux aussi en résine et non plus en bois. Bon, c'est pas forcément une grande nécessité, mais pourquoi pas. Les petites miniatures pour les animaux de compagnie également.
Ensuite, les petites fioles, les petits encriers que vous voyez ici qui seront un petit peu déluxifiés par rapport à ceux du jeu d'origine. Même chose pour ce qui est des marqueurs de traitement de vos patients qui sont à l'origine un petit disque en bois qui sont remplacés ici par de la résine en forme de cœur. Le gramophone qu'on a vu tout à l'heure qui sera lui aussi en impression 3D, et puis encore une fois un petit insert spécifique à cette extension, ainsi qu'une pièce de métal pour le marqueur de réputation de Freud, et encore un playmat supplémentaire. Ici, bon, les miniatures pré-peintes, on s'en fout un petit peu. On continue avec les stretch goals ici qui sont appelés les Bright Ideas. Alors comme d'habitude pour les stretch goals, on en parlera plus dans le suivi du menu crowdfunding, mais juste, sachez-le en fait simplement, les stretch goals sont ici intitulés Bright Ideas. Bright Ideas qui est d'ailleurs une ressource du jeu qui est représentée par une petite ampoule et qui vous permettra d'aller accomplir des actions supplémentaires parfois. C'est assez difficile à obtenir, mais c'est super intéressant. Alors justement, de ça on en reparlera de toute façon dans le suivi du projet du suivi du menu crowdfunding, oui, je me perds un petit peu dans mes paroles. On va passer donc directement ici, et petit instant, fierté, il est vrai, avec ici notre review. Je crois que à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, on est les seuls dans la sphère francophone à avoir fait une review du jeu, et du coup c'est vrai que c'est une vraie fierté d'avoir pu mettre la main sur un prototype d'une création de telle qualité, et puis aussi qui était assez attendu par l'ensemble de la communauté. Et c'est vrai que se retrouver aux côtés de chaînes assez connues de quelques Tantrum House, ou Man vs Meeple, ou encore par exemple Quackalop, même si bon je suis pas très fan, Finger Themer, ou encore Board Game Co, etc. Se retrouver sur la même page comme ça en leur compagnie, c'est assez inattendu, c'est assez marrant, même si j'ai un tout petit grief envers la campagne, c'est que en l'état, les vidéos de preview ne sont pas différenciées d'une langue à l'autre, et du coup il n'y a aucun moyen de savoir que notre vidéo est en français, si ce n'est le petit sous-titre qu'on a ajouté ici. Et ça, c'est un petit peu dommage. Il aurait fallu, je pense, différencier. Là, c'est un peu plus clair que c'est de l'italien pour le coup, mais il aurait fallu, je pense, différencier chacune des langues pour qu'on puisse orienter plus facilement les spectateurs. Bon, c'est pas très important, mais c'est un petit peu dommage. Au-delà de ça, le shipping pour le Canada 22, 25, 30, 22. Vous aurez aussi le ID Lite que j'ai pas montré en détail, mais le ID Lite vous permet d'avoir le all-in, mais sans 3 boîtes. En fait, c'est l'ensemble des 3 boîtes qui va loger dans une seule et même boîte, la boîte Deluxe en fait, simplement. Ça permet de réduire un petit peu l'empreinte carbone, et puis également les frais de port. Donc du coup 22 au lieu de 30, mais c'est le même contenu en termes de matériel et de contenu de gameplay également. Donc 22 € au lieu de 30. Donc ça peut être intéressant si vous n'êtes pas spécifiquement intéressé par l'obtention de boîtes supplémentaires. D'autant plus que tout peut loger dans la même boîte. Donc 22, 25, 30, 22. Ensuite, pour l'Europe, la zone 1 contient la Belgique, mais également la France. Est-ce qu'on a encore autre chose dans la francophonie ici ? Pas de ce que je peux voir en l'état, donc a priori donc ça va être 10, 12, 13, 10, donc c'est vraiment très abordable en termes de frais de port aussi, et ça c'est quand même vraiment très cool. Pour ce qui est du Liechtenstein ou encore de la Suisse par exemple, pour le reste de la francophonie européenne, c'est 22, 24, 28, 22, un petit peu plus cher, enfin même quand même le double hein, carrément. Et puis pour nous pardon, qui sommes en Asie, dans la zone 1, 29, 33, 38, 29, bon c'est un petit peu cher, mais en toute transparence, en toute honnêteté, transparence comme les cartes de pathos du jeu, pour la review qu'on a pu faire pour le jeu, eh bien on a les frais de port qui sont offerts. Donc vous l'avez vu hein, de toute façon en haut de la campagne, hein, j'ai backé de toute façon un day one, comme je l'avais annoncé dans la vidéo de review, hein, j'ai mis le all-in, mais par contre les frais de port pour nous, pour le coup, seront offerts, c'est pas grand chose, mais c'est quand même très sympa de nous l'avoir offert malgré tout. Alors, ensuite, pour ce qui est de la TVA, eh bien, comme souvent c'est le cas, elle sera ajoutée dans le Pledge Manager, donc vous aurez un petit bifton supplémentaire à sortir, mais bon, vous avez certainement un petit peu l'habitude désormais. J'ai pas encore précisé, je crois, et c'est bien dommage, parce que c'est généralement quelque chose qu'il faut que je dise en début de segment, et bien, je le répète maintenant, du coup, je le dis maintenant, si je ne l'ai pas encore dit déjà. Vous le voyez ici avec le petit macaron que vous voyez ici, Lucky Duck Games s'occupera de la version francophone du jeu, donc oui, le jeu est disponible en version francophone. Bon, je pense que pour ceux qui suivent la vidéo, vous aurez certainement déjà vu le petit macaron en début de segment de vidéo, donc c'est pas très grave, mais je le répète à nouveau, Lucky Duck Games s'occupe de la version francophone durant la campagne, donc vous pouvez backer sans trop de soucis à ce niveau-là. Et d'ailleurs, juste par curiosité, on va aller voir un petit tour du côté de l'onglet communauté pour voir combien de Français sont dessus. 256 backers français en l'état. Est-ce qu'on a des Belges également? 85 Belges aussi par exemple.
Voilà pour Unconscious Mind. Pour l'instant, on est à 6322 contributeurs, c'est un très très bon résultat. 550 000 € d'engrangés à 10 jours de la fin de la campagne, ce qui veut dire que c'est une campagne relativement courte. On en parlera d'entrée de jeu dans le suivi du menu crowdfunding mercredi à venir. Il restera à peu près une semaine de campagne, donc c'est une campagne assez courte, mais vous aurez droit de toute façon à une vidéo d'expli party, de gameplay de notre part dans les jours à venir. Et juste par curiosité, on va aller voir quand même combien avait fait Endless Winter, pardon, j'avais mélangé les deux mots. Endless Winter, leur précédent projet, près de 12 000 je crois, ouais c'est 12 000 contributeurs à l'époque, il y a de ça du coup 1 an et demi, 2 ans. Et du coup, en l'état, c'est un projet qui devrait atteindre plus ou moins le même score. Peut-être un tout petit peu moins, c'est un petit peu difficile à prévoir pour l'instant, ça dépend aussi des stretch goals qui vont dévoiler au cours de la campagne. Mais quoi qu'il en soit, ce sera un très beau résultat pour Unconscious Mind, indubitablement le coup de cœur de la semaine. Projet suivant, et c'est le projet que je vous avais annoncé comme étant celui qui était absent du sondage de la semaine, mais qui allait faire son entrée assez rapidement dans les gros projets de la semaine, même si pour le coup, moi, il m'intéresse pas le moins du monde. Il s'agit de The Last of Us Escape the Dark. Bien sûr, l'adaptation du célèbre jeu vidéo de la série de, maintenant parce qu'il y en a 2 épisodes je crois, de The Last of Us, un jeu que j'avais fait, donc le premier du nom d'ailleurs, sur PS4, si mes souvenirs sont bons. Un excellent jeu d'ailleurs, hein, c'était un très très bon jeu de survie, de craft, dans un univers de post-apocalyptique, pas de zombies véritablement, mais ce qui peut s'y apparenter en tout cas. Et cette fois-ci, c'est adapté dans l'univers de Escape the Dark, donc par Themeborn, qui avait déjà pondu plusieurs projets avec justement cette mécanisme, comme il la présente, du Escape the Dark, avec toujours du noir et blanc. C'était le cas avec Escape the Dark Sector par exemple, ou encore Escape the Dark Castle. Tout était en noir et blanc avec une direction artistique assez particulière, assez unique, assez originale et reconnaissable, mais pour le coup qui m'attire pas outre mesure, même si c'est vrai que pour le coup dans The Last of Us un univers très très sombre, ça peut se marier assez bien, mais pour le coup je trouve le plateau pas très sexy, quoi. Ça vend pas du rêve outre mesure. L'univers est certainement assez bien respecté, mais je trouve qu'il y a assez peu de variété sur le plateau. C'est pas forcément un souci en soi, il faudrait tester pour voir si ça peut l'être éventuellement. En l'état, les retours sont plutôt bons, ça n'a pas l'air inintéressant, on a différents lieux à l'explorer. On nous présente ça comme étant un monde en bac à sable où on fait un petit peu ce que l'on veut, on peut aller explorer où l'on veut, mais il n'y a en final pas tellement d'emplacements que l'on peut aller visiter, et certains chemins seront de toute façon barrés par l'augmentation de la présence des, on va dire, zombies pour simplifier, mais ce ne sont pas de zombies, mais qui vont vous bloquer des chemins vers certaines zones. Et du coup, ça fait une zone vraiment très très petite au final, même si elle sera différente d'une partie à une autre, parce que l'agencement des cartes, la mise en place sera différente d'une partie à l'autre, donc vous n'aurez jamais 2 fois la même partie, vraisemblablement, à moins que vous fassiez 500 parties en l'espace de quelques mois, mais malgré tout, le plateau est quand même très très petit. J'ai un petit peu peur que pour un monde bac à sable, 5, 6, 7 emplacements, ce soit quand même très très léger. Au-delà de ça, ça reste un jeu qui se veut un petit peu narratif avec différents chapitres qui vont impacter à chaque fois le cours du jeu, à chaque début de nouveaux chapitres, bien évidemment. Et au-delà de ça, qu'est-ce que je voulais dire de plus? Oui, c'est un jeu qui va vous permettre aussi de faire du crafting, ça c'est aussi intéressant parce que c'est un des mécanismes au cœur du jeu vidéo d'origine, hein, le crafting pour développer son personnage, réussir à faire face à différentes situations, différents combats, etc. Vous le voyez ici, le jeu de base vous coûtera 69 livres en boutique, 65 durant la campagne, c'est pas une grosse différence pour tout à fait net. 65 livres en l'état, ça fait 75 €. Donc c'est quand même assez cher d'entrée de jeu, d'autant plus que vous allez voir, le matériel n'est pas extraordinaire. Donc du coup, c'est vrai que oui, on paye la licence en grande partie, mais on aurait pu quand même espérer un petit peu mieux en termes de contenu, en termes de matériel plus spécifiquement, parce que là, bon, vous le voyez, les plateaux sont relativement basiques, j'ai pas l'impression qu'on ait du double épaisseur, on en aura ici pour les plateaux de joueurs via des stretch goals si je me souviens bien, on a des cartes relativement basiques là encore, on a effectivement des dés un petit peu custom, mais bon, ça coûte pas outrageusement cher, des cubes, des tokens, bon, rien de très spécial, et pour ce qui est des miniatures, il faut même aller chercher la version collector à 99 livres, ce qui équivaut actuellement à 113 € pour mettre la main sur 6 miniatures. On est tout sauf sur un jeu kiloplastique, mais le prix est équivalent à un jeu kiloplastique. Certes, les miniatures ont l'air d'être plutôt sympatoches, plutôt détaillées. C'est vrai que ça ressemble trait pour trait au Joel du jeu vidéo ou à Ellie du jeu vidéo, quoique Ellie est un petit peu moins bien réussi pour être tout à fait honnête d'ailleurs. On aura aussi Bill et d'autres personnages comme Tess, Tommy et Marlene par exemple. Certes, elles ont l'air d'être plutôt bien foutues, mais pour l'ajout en termes de prix, c'est quand même vachement cher pour assez peu de matériel au final. Continuons.
Pour ce qui est des ajouts justement sur cette version deluxifiée, on a aussi, au-delà des 6 personnages, 30 miniatures, des bustes en fait, de clickers qui sont donc un des types de zombies disponibles dans le jeu. Encore une fois, je me répète, c'est pas vraiment des zombies, mais ça s'y apparente, donc je dis zombies pour simplifier. Ensuite, on aura aussi, donc voilà, c'est ici, c'était pas les stretch goals, c'était la version de luxe, le plateau double épaisseur que vous entreapercevez ici, notamment pour les points de santé de chacun des personnages. Ensuite, on a aussi un calendrier qui lui aussi aura un petit peu de double épaisseur. Bon, c'est pas un ajout extraordinairement intéressant pour ce plateau-là en question. On a aussi quelques mini inserts pour pour aller stocker vos différents tokens et vos différents dés notamment. Bon, ça fait un ajout tarifaire assez conséquent pour des ajouts en termes de matériel qui ne sont pas extraordinaires pour être tout à fait honnête. Déjà que le jeu d'origine a un matériel relativement classique et qu'il est quand même assez cher malgré tout. Donc oui, on paye la licence. Et au-delà de ça, je suis personnellement pas hyper fan de la direction artistique, que je trouve quand même hyper sobre, ce qui n'est pas forcément péjoratif comme terme, mais qui, dans le cas présent, je trouve ça vend pas du rêve quoi. Même si après un jeu de ce type là de survie post-apocalyptique, c'est pas forcément un truc qui est censé vous vendre du rêve, mais vous aurez compris ce que je veux dire par là. Continuons, les add-ons, vous pouvez aussi prendre un playmat pour remplacer le plateau central, le tout pour 25 livres, donc c'est quand même pas donné non plus. On peut prendre des sleeves également, et ensuite vous avez le how to play, donc vous allez créer votre map en début de partie, donc à chaque partie ce sera différent, les cartes en présence seront différents, l'agencement des différents lieux, des différentes rencontres que vous pourrez faire via les petits decks que vous voyez ici sera différente aussi. Bref, c'est assez intéressant sur le papier certes, mais il y a quand même au final très peu de lieux qu'on peut aller visiter, et pour ce qui se prend comme un jeu à monde ouvert, entre guillemets, un bac à sable, c'est assez restreint au final. Ensuite, les personnages que vous voyez ici, donc on est sur un jeu collaboratif, je ne l'ai pas encore dit jusqu'à présent, mais ça semble assez logique dans le monde dans lequel vous êtes placé. Tous ne sont pas hyper fidèles aux jeux vidéo, je trouve que Joel par exemple prend un gros coup de vieux et n'est pas forcément très ressemblant, quoi qu'il en soit c'est pas très important, mais par contre chacun d'entre eux aura des spécificités qui lui sont propres, donc des personnages relativement asymétriques, et en plus de ça, un mécanisme assez intéressant, c'est vrai, qu'on aperçoit rapidement ici, qu'ils appellent, comment d'ailleurs, j'ai perdu le nom, c'était marqué c'était dit dans la vidéo de présentation du projet, c'est un hang up, je crois, je sais plus comment ça s'appelle, mais en fait c'est une sorte de capacité bloquée par votre personnage, et vous aurez en fait à cœur de la débloquer au fur et à mesure de la campagne, pas la campagne mais la partie, en accomplissant certaines actions. Par exemple, Joel, si je me souviens bien, il devra participer à un combat face à différents monstres, on va dire, 4 fois par lui-même en solo, pour pouvoir espérer débloquer cet emplacement, retourner la carte et avoir une spécificité supplémentaire et un ajout de puissance, une compétence supplémentaire plus intéressante pour la suite de la partie. Donc c'est généralement une grosse prise de risque que d'essayer de compléter cette carte, mais une fois que vous aurez réussi à le faire, si vous réussissez à le faire, il y a un bonus assez intéressant qui entre en jeu. Donc ça c'est relativement intéressant par contre. Ensuite, continuons, donc vous aurez évidemment de l'exploration, du craft, du combat face à certains monstres, qui seront plus ou moins puissants, qui seront plus ou moins nombreux autour de vous. Ensuite, continuons pour... Voilà, c'est ça, c'est le hang-ups, c'est le truc que vous voyez ici pour Joel par exemple, fight alone in 4 rounds of melee, donc il faudra combattre face à 4 vagues d'adversaires par vous-même, donc seul, sans l'aide d'autres joueurs autour de la table, et si vous réussissez à survivre à ça, vous débloquez la compétence Relentless que vous voyez ici, qui vous permettra de jeter de faire un deuxième jet de dés, et d'ajouter les deux résultats l'un à l'autre pour avoir des résultats beaucoup plus puissants. Donc ça c'est assez intéressant ce mécanisme-là, au-delà du crafting qui lui était assez évident à inclure dans ce jeu, vu son pédigré sur le jeu vidéo, et son importance dans le jeu vidéo de toute façon. Pour les niveaux de pledge, je les ai mentionnés brièvement, mais pour résumer assez rapidement, on a 75€ pour la Standard Edition, donc le jeu de base, et ensuite 113€, donc 99 livres, pour la Collector's Edition, avec donc toutes les petites miniatures en plus. Et ensuite pour le shipping, c'est ici que ça se passe, avec pour le Canada 21 à 24,95 livres, attention, tous les prix sont ici en livres, donc à convertir en euros bien évidemment. Pour l'Union Européenne, 19 ou 23,95, enfin 20 ou 24, arrondissons, ça ira plus vite. Et pour le reste du monde, donc nous par exemple, 30 à 60 en fonction du pledge et du pays dans lequel on vit. Voilà pour ce qui est de The Last of Us Escape the Dark. J'ai beaucoup apprécié mon expérience sur le jeu vidéo à l'époque, il y a déjà, je
pense 7-8 ans déjà à mon avis, mais je suis pas du tout intéressé par le projet en version de plateau pour le coup. Mais ceci dit, ils n'ont pas besoin de moi pour faire un très bon résultat, 5400 contributeurs pour l'instant, 500 000 euros d'engrangés déjà à 20 jours de la fin de la campagne, vous avez largement le temps de vous y intéresser, mais étonnamment, parce que sur une licence de ce genre-là assez vendeuse, on aurait pu estimer que on aurait certainement une version francophone assez rapidement d'entrée de jeu même, et pour le coup, c'est pas le cas, on n'a pas de version francophone pour l'instant, on peut checker rapidement la FAQ pour voir si d'autres langues seront disponibles. Alors, English only, oui, le Kickstarter sera uniquement pour la version anglaise, mais on aura certainement des versions dans d'autres langues par la suite, mais pas pendant la campagne, ce qui est un petit peu dommage, mais vu la licence dont il s'agit, on aura certainement quand même à terme une version francophone, on peut en tout cas légitimement l'imaginer. Et pour ce qui est de la communauté, juste par curiosité, combien de Français sont sur le projet? 163, d'accord. Et c'est tout pour The Last of Us, 5400 contributeurs tout rond à 20 jours de la campagne et 500 000 euros d'engrangés d'ores et déjà. On termine cette semaine par Cirrus, qui m'avait surpris d'ailleurs assez étonnamment en première position du sondage de la semaine, c'est-à-dire c'est pas le jeu qui m'a surpris, c'est vous qui m'avez surpris à le choisir comme le projet le plus intéressant de la semaine. J'avoue que je m'étais pas vraiment penché sur son sujet plus que ça, oui j'ai dit sujet, mais c'est comme ça, que voulez-vous, il est tard, il est 23h47 au moment où je m'apprête à faire ce dernier segment de la vidéo, donc voilà, vous me pardonnerez, mais Cirrus, c'est vrai qu'il est assez intéressant quand on se penche un petit peu sur son sujet. Bon, c'est vrai que j'ai un petit biais cognitif qui fait que les jeux qui se passent dans l'espace généralement sont pas les jeux qui m'intéressent le plus en termes de thématique, mais pour le coup le jeu propose un système, enfin même deux systèmes de pose d'ouvriers un petit peu, comment dirais-je, parallèles, qui sont assez intéressants. C'est un jeu qui actuellement a amassé déjà 2200 contributeurs, 20 jours avant la fin de la campagne, et 134 000 euros d'engrangés, donc on est largement financé, et c'est le nouveau projet de Artipia Games que vous connaissez certainement, c'est une boîte d'édition qui nous vient de Grèce, et qui a déjà fait plusieurs projets couronnés de succès, notamment la série des La Quête du Bonheur, The Pursuit of Happiness dans la version originale, avec la dernière fois une big box avec toutes les extensions à l'intérieur qui avait fait 3580. On connaît aussi l'éditeur pour Kitchen Rush, voilà, je sais qu'il est ici, A Thief Fortune, qui est un petit peu moins connu dans nos contrées, mais qui avait plutôt eu des bons retours également. Et donc Artipia Games revient avec Cirrus, un jeu de placement d'ouvriers dans un monde de science-fiction. Ça se passe dans un futur relativement proche, il y a dans environ 200 ans je crois, dans lequel vous allez chercher à, comment dirais-je, eh bien, tirer les bénéfices d'une lune de Mars pour en tirer les ressources, pour aller la miner, pour aussi aller bien simplement aller apposer vos propres colonies, pour développer encore plus votre gestion des ressources, etc. C'est assez intéressant, c'est pour 1-4 joueurs, c'est pour 14 ans et plus, donc quand même relativement expert malgré tout, hein, ne serait-ce que par la présence sur la table et les différents emplacements que vous voyez ici, vous pouvez déjà imaginer qu'il y a quand même pas mal de choix à prendre en compte, et du coup c'est un jeu légèrement expert, et c'est pour 30 minutes par joueur autour de la table, donc attention, ça peut aller de 1 heure à 2 heures selon le décompte de joueurs, et il y a aussi apparemment un petit mode solo disponible. Le plateau présente plutôt bien, avec la lune que l'on voit ici, qui n'est pas la nôtre, mais la lune de Mars, donc la lune de Cérès, avec Mars que l'on voit en arrière-plan ici, différents lieux sur lesquels vous pourrez envoyer vos ouvriers, et c'est là que c'est aussi intéressant, c'est qu'il y a donc, comme je le disais tout à l'heure, deux mécanismes d'ouvriers dans le même jeu, mais ça on va en parler un peu plus tard. D'abord on commence par la boîte de base que vous voyez ici pour 60$. Malheureusement le petit Early Bird que vous voyez ici pour l'extension Comets gratuite est déjà passé, 72 heures au moment où j'enregistre c'est déjà passé, donc demain évidemment quand ce sera en ligne ce sera bien évidemment passé encore plus, c'est logique. Mais au-delà de ça, on a aussi un petit patch que vous pourrez ajouter sur votre manteau ou que sais-je encore pour stipuler votre fanboyisme ou votre fangirlisme du jeu. Ça n'a aucun intérêt, c'est vraiment pas un truc qui m'intéresse particulièrement, mais je sais que certaines personnes apprécient ce genre de petits goodies, et en plus c'est gratuit. Ensuite, la présence sur table, plutôt classe, plutôt jolie, c'est plutôt joliment illustré, le plateau avec une forme un petit peu particulière, c'est plutôt sympa également. Ensuite, continuons. On va essayer de trouver assez facilement un résumé de ce que peut proposer le jeu. Alors, rapidement ici, on vous dit qu'on place dans un univers assez thématiquement fort, thématiquement crédible également, parce ils se sont attachés les services d'un astrophysicien, si je me souviens bien, pour rendre le jeu suffisamment crédible et réaliste. C'est un jeu qu'on nous présente ici comme medium weight, donc on va dire expert moins, disons familial plus, entre les deux, de placement d'ouvriers, avec également du engine building, de la construction de moteurs, avec également de la gestion de ressources qui en découle, pour 1 à 4 joueurs.
Vous allez ici construire des bâtiments, donc des mines, des usines, des labos, et puis également des bureaux, parce que oui, il en faut malgré tout, pour créer votre, comment dirais-je, votre meilleur moteur de production, disons, de ressources, et la développer au fur et à mesure, développer aussi vos bâtiments, et établir votre meilleure colonie possible, en allant chercher aussi de nouvelles technologies pour, encore une fois, développer encore plus votre moteur de production, dirons. Vous voyez ici que le matériel est plutôt classe également, on a aussi pas mal de petits meeples en screen print, et c'est vrai que j'en parle pas assez souvent, mais c'est vrai que à bien y réfléchir, je me demande à terme si j'ai pas une préférence moi personnellement pour les petits meeples en screen print au final, plutôt que les miniatures non peintes. Alors les miniatures peintes c'est hyper classe, mais il faut les peindre, j'ai aucun talent et j'ai absolument pas le temps pour le faire, et les meeples en screen print, c'est plutôt très classe, c'est en général assez mignon, et ça fait l'affaire aussi. Donc après tout, à choisir, si je dois prendre une miniature non peinte ou un meeple screen print, j'aurais plutôt tendance à dire meeple screen print au final. Même si c'est vrai que c'est un peu moins la classe malgré tout, c'est vrai. Mais bon, revenons au gameplay. Ici, on vous présente le Dual Worker Placement Mechanic, donc le mécanisme de placement d'ouvriers double, dans lequel eh bien, vous aurez vos propres ouvriers, j'arrive pas à parler, vos propres ouvriers, excusez-moi, avec votre propre couleur, donc bleu, vert, rouge, etc. Et vous aurez aussi un pool d'ouvriers en commun, et c'est ça qui est assez intéressant, j'allais dire révolutionnaire, c'est peut-être pas le mot, c'est un petit peu exagéré, mais c'est assez peu vu, si ce n'est même peut-être pas peu vu, mais pas vu du tout jusqu'à présent. Vous aurez un pool de ouvriers disponibles pour tout le monde qui sera aussi à votre disposition. Et ça c'est super intéressant, dans quelle mesure on va utiliser les deux, dans quel objectif, à quel timing, est-ce que le pool d'ouvriers communs est suffisamment limité pour en rendre l'obtention particulièrement intéressante, et limite take that, d'aller prendre ce petit meeple, ce petit worker commun à tous avant les autres pour pouvoir en bénéficier et mettre un petit peu la pression sur les autres qui du coup ont un pool beaucoup plus réduit, beaucoup plus restreint. Je serais particulièrement curieux de le tester, ne serait-ce que pour ce seul mécanisme. J'aime beaucoup le placement d'ouvriers, et là quand on me propose un jeu avec un placement d'ouvriers avec un petit twist intéressant comme celui-ci, moi je dis banco. De là à les baquer, vous avez vu que j'ai déjà baqué 120€ sur Unconscious Mind, donc a priori je vais peut-être pas baquer 2 jeux sur la même semaine, mais CRS, si un jour je peux l'essayer, ce serait vraiment avec un grand plaisir. Au-delà de ça, on va passer maintenant aux différents niveaux de pledge. Vous avez ici quelques aperçus des plateaux avec le plateau rotatif, ça j'en ai pas parlé, mais c'est différents emplacements sur lesquels vous pouvez aussi envoyer vos ouvriers, et la roue va tourner, ça me rappelle Ribéry quand je dis ça, la roue tourne va tourner, hein, la roue qui tourne, j'ai oublié comment il avait dit ça. Quoi qu'il en soit, les différentes rotations des plateaux vont avoir leur importance dans les emplacements que vous pourrez obtenir, etc., et puis leurs effets bien évidemment. Ensuite, le minage, hein, donc le forage de certains astéroïdes pour en tirer des ressources, bien évidemment, la construction de bâtiments, leur développement, le développement de nouvelles technologies pour aller choper un moteur de production encore plus conséquent, et ainsi de suite. Des mécanismes vus et revus, mais qui ont l'air d'être très efficaces, et en plus mêlés à ce mécanisme un petit peu innovant de placement d'ouvriers double, qui est assez intéressant. Ensuite, qu'y a-t-il dans la boîte de base et combien ça coûte aussi? D'abord, la boîte de base, on a donc ce plateau assez atypique et plutôt charmant. Ensuite, on a aussi 4 petits plateaux de départ pour chacun des joueurs autour de la table. Je ne pense pas qu'il y ait d'asymétrie en l'état. Peut-être qu'il y en aura par la suite avec l'extension de Comet par exemple. L'étude de faveur, l'étude de ressources, de corporation, de depository, donc c'est peut-être de stockage, je sais pas. Les cargos, les meeples qui sont quand même très très classe. Les meeples de robots également. Ensuite, les ressources qui sont assez basiques pour le coup, ça pourrait faire l'objet de l'oxification pour le coup. Ensuite, tout un tas de cartes de bâtiments notamment, d'augmentation, d'amélioration de certains bâtiments, et puis également le matériel pour le solo qui n'a pas encore été dévoilé pour l'instant, mais qui le sera d'ici la fin de la campagne. En add-on, on peut aussi prendre une énorme miniature d'un cargo, pourquoi pas. Je ne sais pas si ça a vraiment un intérêt quelconque en termes de gameplay, mais bon, pourquoi pas après tout. Ensuite, les sleeves, éventuellement, pour ça pourrait intéresser. Maintenant, essayons de trouver quand même le prix, parce que pour l'instant, je ne l'ai pas encore trouvé, même si on a vu le 60$ tout à l'heure, mais j'imagine qu'on a d'autres niveaux de pledge. Je suis passé un petit peu trop rapidement sur ma préparation au préalable. Sachez également que vous pouvez tester le jeu sur Tabletopia en l'état, même si ce sera certainement en anglais, la campagne elle-même de toute façon ne proposant pas encore de version francophone. Je dis pas encore parce que pour l'instant Artipia Games a quand même pas mal de projets, pas mal de jeux qui ont une version francophone, comme La Quête du Bonheur ou Kitchen Rush par exemple. Donc ça devrait pouvoir se faire.
Écoutez, j'ai pas vu les prix, donc ça se trouve, il n'y a qu'un seul pledge à 60$, et j'ai l'impression que c'est le cas. Oui, c'est le cas. Ensuite, ici, on a le Retailer Pledge, mais ça, c'est pour ceux qui gèrent des boutiques éventuellement. Si ce n'est pas le cas, vous avez un seul et unique pledge, et ça, c'est plutôt très cool. Je suis, pour ma part, plutôt amateur des campagnes avec un seul ou maximum 2 pledges, par exemple. C'est très clair, ça évite de faire bosser le FOMO aussi, donc je suis plutôt preneur. Donc 60$, c'est relativement abordable, 58€ en l'état pour le pledge de base de CRS, et donc pour les frais de port, c'est ici que ça se passe, pour ce qui est du Canada, entre 22 et 26$, pour l'Europe, avec Belgique, France notamment, c'est 13$, donc c'est quand même très abordable en termes de frais de port là encore, et puis pour ce qui est éventuellement de la Suisse, c'est 19, et pour nous au Japon, juste par curiosité, on est ici, 37$, ouais, par contre ça fait quand même très très cher en frais de port. Par contre on n'a pas de TVA bien évidemment comme d'habitude, alors que vous certainement que vous aurez un petit biston à sortir en plus j'imagine. Alors on va chercher ça, oui apparemment vous aurez une TVA à ajouter dans le Pledge Manager en fonction de la zone dans laquelle vous vivez bien évidemment. Et pour ce qui est de la timeline aussi, parce que bon, j'avais zappé dans les 2 projets précédents, mais ça devrait théoriquement être livré d'ici 1 an pile poil, donc pour le Spiel 2023, septembre-octobre 2023, pour la sortie du jeu. Et du coup, ma foi, c'est à peu près tout pour CRS, projet vachement intéressant, bien plus que je ne l'aurais imaginé de prime abord. Je suis assez séduit, de là à aller baquer, non, d'autant plus que c'est une thématique qui m'attire pas outre mesure à l'origine, mais ce petit mécanisme de double placement d'ouvriers est super intéressant et je serais curieux de le tester un jour. Voilà pour Ceres, 2221 contributeurs, 134 000€ d'engrangés pour l'instant, 20 jours avant la fin de la campagne. Et puis, bah ma foi, c'est tout également pour le menu crowdfunding de la semaine, qui touche à sa fin avec, je pense, certainement moins d'1 h 30 à vérifier, mais on est potentiellement sur un menu relativement court et c'est pas plus mal. Du coup, écoutez, je vous remercie à nouveau de m'avoir suivi aujourd'hui encore, et puis je remercie aussi ceux qui sont venus s'agréger aux spectateurs, aux abonnés de la chaîne, grâce notamment à la review de Unconscious Mind. Donc pour ceux qui nous découvrent, merci de nous avoir rejoints, j'espère que vous vous y plairez. On est généralement assez sympa, hein, voilà, vous le verrez, de toute façon, vous le constaterez au fur et à mesure, on se prend pas trop au sérieux, on fait des reviews assez fréquemment, même si c'est vrai que le programme principal de la chaîne reste ce menu crowdfunding. Du coup, je vous retrouve pour ma part mercredi, peut-être même un petit peu plus tôt si Xavier réussit à terminer le montage du Patron l'addition, notre petit bilan du ludique du mois qu'on a tourné pour le coup assez tôt, mais qui va finalement être posté assez tard parce que bon, on était sur un timing assez chargé, notamment avec Unconscious Mind. Quoi qu'il en soit, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien, jouez bien, et à la prochaine. D'ailleurs, je m'aperçois que je suis carrément en biais. Et c'est pas moi qui suis bossu ou quoi que ce soit, hein, c'est juste que la caméra, vous le voyez, est en diagonale, c'est assez bizarre. Je vais essayer de régler ça pour la prochaine fois.